Bonsoir à tous, comment allez-vous les amis? J'espère que vous avez passé un très bel été. On se retrouve enfin pour cette nouvelle saison du Bureau des Lettres oubliées. Je suis super contente de vous retrouver, évidemment, surtout après ce The Event que vous avez été super nombreux à suivre. Et surtout hyper contente de retrouver et les équipes et le bureau qui m'avait fortement manqué puisque comme vous pouvez vous en rendre compte, on l'a laissé à l'abandon pendant tout le mois d'août. Il a encore plus pris la poussière que c'était déjà le cas, donc je suis vraiment hyper contente d'être là. Et on se retrouve évidemment tous les mois à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette saison 2. Aujourd'hui, je suis super heureuse parce que je reçois un invité de marque, Simon. Simon Puech était avec nous. Voilà, vous avez le droit de l'applaudir dans le chat. N'êtes-vous pas heureux, très chers amis? Simon, merci d'être avec moi. Non, mais merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait très plaisir. Franchement, c'est trop chouette. Je sais que tu es un peu sceptique. En fait, je demande juste à le voir, voilà. Tu vois, c'est surtout ça. Absolument, comme tous mes invités sceptiques qui viennent dans le bureau, mais c'est pas grave, on va tout faire aujourd'hui pour essayer de te convaincre. De toute façon, c'est mon rôle, évidemment. En tout cas, le chat est très content de te voir. D'ailleurs, j'ai accès au chat, les amis, donc pendant toute l'émission, Simon et moi, on peut tout à fait interagir avec vous. On vous voit bien. Posez-nous des questions, interagissez avec nous, on aura plein de choses à se dire, donc surtout, n'hésitez pas. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le concept du Bureau des Lettres oubliées, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui viennent depuis le The Event, ici, en fait, on se raconte des histoires paranormales, d'horreur et en même temps un peu étranges, des choses qui sont arrivées à des abonnés, des faits un peu chelous qui ont existé, sur lesquels, en fait, on va essayer de résoudre quelques énigmes, pourquoi pas des creepypasta, bref, on n'est pas là pour vous foutre les jetons et vous empêcher de dormir la nuit, mais presque. Ça ressemblait quand même à la description de ça. Un petit peu, voilà, finalement, c'est un petit peu ça. Je vais vous raconter des histoires que vous nous avez envoyées. D'ailleurs, si vous avez vécu des choses un petit peu paranormales, on va vous mettre une petite commande dans le chat. Vous pouvez remplir le Google Doc, nous raconter votre histoire paranormale. Et puis, peut-être que vous serez dans la prochaine émission du BLO. Surtout, n'hésitez pas. Et le dernier épisode que vous pouvez aussi visionner sur ma chaîne, c'était avec Charlie Danger. Okay, très cool. sympa. Voilà, ouais. Toute la saison 1 est déjà disponible en replay sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Voilà, vous avez la petite commande dans le chat. Regardez si on n'est pas organisé, nous. Voilà. Ça bosse. Hein. T'as vu? Non, mais vraiment une équipe incroyable. Bon, Simon, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer qui tu es, ce que tu fais? Je sais, c'est le truc trop chiant. Non, mais il faut le faire. Écoute, ça va faire 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Oui, maintenant, mais pour toi, j'ai commencé hier. Toi, ça fait combien de temps que tu as commencé les réseaux? 15 ans. Ah ouais? Mais oui! En fait, je commence à être vieux. C'est pour ça, en fait, que je suis étonnée que tu me dises 10 ans. Je me dis 10 ans. Ça fera 10 ans le 2 janvier 2016. Ok. Et au début, je parlais de jeux vidéo et aujourd'hui, c'est beaucoup des vidéos autour de sujets de société, parfois de la géopolitique. Donc, il y a des sujets très sérieux comme des reportages en Syrie, en Afghanistan, en Ukraine, en Pologne avec la frontière biélorusse et des trucs beaucoup plus légers comme des reportages avec des mecs qui font du drift au Japon. J'ai voulu tester aussi de voir le phénomène des caméras dans les Airbnb, ce qu'il en était. Donc, il y a plein de trucs. Là, la dernière vidéo, c'est une interview d'un ex-yakuza. Bref, la ligne édito est très variée. Et donc, c'est sur YouTube. Ça fait, c'est ça, je te dis, bientôt 10 ans. Putain, mais c'est fou quand même. C'était quoi ta toute première vidéo, tu t'en souviens ou pas? Ouais, bien sûr, ça s'appelait. À l'époque, la chaîne, quand j'ai commencé, elle s'appelait Le Jeu Vidéal. Et c'était une vidéo qui parlait de Hotline Miami, un jeu que j'aimais beaucoup. En fait, j'ai juste posé à l'époque mon iPhone 5 sur une étagère et je me suis dit, je vais parler d'un jeu que j'aime bien. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et tout est encore en ligne, hein. J'ai rien supprimé. T'as rien supprimé? Non, tout est encore en ligne. Comment je vais aller diguer? Comment j'ai envie de voir? Il y a des gens qui disent dans le chat bientôt le million. C'est vrai que tu viens de me le dire, bientôt le million. Donc il faut aller s'abonner à la chaîne de Simon si vous voulez être le millionième. C'est dur à dire. Ouais, millionième. Le but, vraiment le petit but, ça serait quand même dommage de ne pas le faire, c'est le million avant les 10 ans, donc avant le 2 janvier. Si on le fait avant. Normalement, en vrai, c'est jouable. On est sur un rythme, normalement, ça va. Allez vous abonner. C'est très jouable. Et tu streams aussi un petit peu? Je stream 2 fois par semaine. Alors, j'ai pas été très régulier cet été pour plein de raisons de taf, mais ouais, normalement, je fais de la revue de presse, donc un peu vibe Klemovic, Samuel Etienne, tout ça. Trop bien. Donc, c'est de la revue de presse où, en gros, on regarde l'actualité sur plein de sites différents avec le chat et puis on discute. Donc, normalement, c'est les mardis à 10h et les vendredis à 13h, 3 heures à chaque fois. Ah ouais, ok. Et voilà, donc ouais, c'est très très précis. Et c'est plutôt cool parce que c'est l'occasion de dire pas mal de conneries. Il faut que j'aille voir ça. Je crois que je suis souvent passée. Enfin, en fait, je t'ai souvent vu passer et en même temps pas assez pour que ce soit dans des moments où j'avais vraiment le temps de me poser. Enfin, c'est toujours comme ça. Et tu laisses des replays ou? Non, alors oui, il y a les replays qui sont dispo. Pendant un moment, on essayait de faire des best-of avec mes monteurs sur TikTok, mais on a eu la flemme. C'est trop long à faire. C'est trop taf. On a eu la flemme. Non, et puis pareil, moi, quand j'ai découvert que tu streamais et en plus du WoW, j'étais fasciné. J'étais en mode, mais attends, mais Marie, elle stream du WoW, c'est exceptionnel. Niche, tellement niche. L'enfer des puants, comme on dit. Ouais, non, c'est cool. Mais voilà. Mais tu sais qu'il y a des gens comme ça, on soupçonne pas qu'ils se butent à WoW. Et typiquement, j'ai un copain, Charles Villa,
Je sais, j'en ai parlé avec lui. Je sais qu'il se bute à eau. En fait, on avait fait un voyage ensemble pour Ecosia il y a longtemps en Tanzanie et je lui avais dit, je sais plus pourquoi on était arrivé au sud de la conversation. Il me disait, mais attends, mais moi je veux faire du PVP. Je lui dis, pardon. Et je le regarde comme ça, je dis, mais quoi? Le mec est reporter vraiment dans le monde entier. Le mec est méga sérieux. Jamais tu le vois, tu te dis qu'il joue à WoW. Et j'avais essayé de le mettre sur d'autres jeux. Il me disait, non, en gros, WoW. Ah ouais, non, mais là c'est matrixé. Franchement, on est tous les puants presque anonymes. Non, mais vraiment, je pense que là, on est vraiment des puants anonymes. Clairement. Simon, tu connais l'histoire, enfin tu connais le but, hein. On va se lire des petites lettres. Je vais commencer par en lire une. Évidemment, je les ai pas découvertes, ces lettres. Je vais vraiment les découvrir avec vous. On va y réagir. J'espère qu'elles sont intrigantes et bien. Apparemment, le responsable du bureau nous a dit que les histoires étaient palpitantes. Donc j'espère que vous avez été bons cet été à nous envoyer... D'ailleurs, je suis un peu déçue, personne ne nous a envoyé des cartes postales. Je pensais vraiment qu'on aurait des petites cartes postales, mais que nenni. Donc, mais c'est pour ça qu'il y a du papier par terre si à chaque fois tu fais ça. Ah oui, bah écoute, mais moi c'est pas chez moi ici. En fait, je jette par terre. D'accord. J'en ai rien à foutre, vraiment. Par terre. Ouais, non, mais voilà, tu vois, c'est par terre. C'est quoi son petit nom à elle, là? On lui a jamais donné de nom. Il faudrait qu'on lui en trouve une. C'est Jordan qui nous l'a ramené. Jordan Perrigo, tu connais? Il fait des enquêtes paranormales. Non. Ouais, bah, il nous l'a ramené, il l'a trouvé en brocante. Ok. J'étais pas ravie, je t'avoue. J'étais vraiment pas ravie de ce cadeau. Bon, très chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour cette première histoire? Moi, j'ai un peu peur. Hein. C'est la première histoire de la saison 2. C'est parti. Cette histoire nous a été envoyée par Prune. Bonjour Marie et bonjour Simon. Mon histoire remonte à un peu plus de 5 ans. À l'époque, je suis étudiante et pour me faire un peu d'argent de poche, je fais du babysitting chaque semaine après mes cours. Je travaille pour une famille qui a un bébé de 6 mois et mon travail consiste à aller chercher chez la nourrice, le ramener chez ses parents, lui donner le goûter, la changer, lui faire le bain, le biberon, jusqu'au retour des parents vers 19h30 ou 20h. Cette petite fille a 2 sœurs, âgées de 4 et 7 ans, gardées par une autre babysitter qu'on appellera Noémie. On se croise régulièrement selon nos horaires respectifs. 3 enfants pour 2 babysitters donc. Les 2 aînés sont pleines de vie, expiègles et avec une culture musicale assez étonnante pour leur âge, principalement de la variété française. La maison est une grande maison de ville mitoyenne, décorée avec goût, avec un jardin spacieux pour un centre-ville. On entre dans un grand hall avec un escalier central, ouvert sur la cuisine et visible depuis l'étage. L'espace est assez ouvert, à part les chambres. Malgré la décoration chaleureuse et la gentillesse des propriétaires, je ne me sens jamais vraiment à l'aise. Je me sens observée, oppressée. Pourtant, je suis cartésienne et non croyante, mais j'aime les histoires paranormales qui font frissonner. Quelques semaines après mon embauche, Noémie m'annonce qu'elle va bientôt déménager. Et là, elle ajoute « Écoute Prune, il faut que je te dise quelque chose avant de partir. Il se passe des choses étranges dans cette maison. » Je suis un peu étonnée par son ton grave, mais je l'écoute attentivement. Elle me raconte qu'un jour, avant mon arrivée, elle a vécu quelque chose d'extrêmement terrifiant avec les 2 petites filles. Elles étaient dans la salle de bain, porte ouverte, en train de chanter ensemble « Les feuilles mortes d'Yves Montand ». Soudain, la plus grande s'est figée et a ordonné le silence, l'air paniqué. En bas, dans le salon, une voix s'est mise à chanter la même chanson. Impossible de déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, mais on aurait dit la voix d'une personne âgée. Pas de bande-son, pas d'accompagnement, juste une voix glaçante. Puis, le silence. Elles sont restées pétrifiées. Noémie a fini par descendre, mais il n'y avait évidemment personne. Pas de télé allumée, ni de radio, juste un silence pesant. Les parents rentrent et la discussion est interrompue. Ils me demandent si je connais quelqu'un pour remplacer Noémie. Le lendemain, je propose le poste à une amie, Lucie. Je sais qu'elle est sensible au paranormal, alors je ne lui dis rien pour ne pas l'influencer. Putain, sympa la copine. Surtout, tout repose quand même sur le fait que la musique est badante, parce que tu mets la même histoire avec Jaja, ça marche vachement moins bien. Je suis en train de t'imaginer un Jaja. Vraiment, il y a quand même beaucoup du flippant qui vient de Yves Montand. C'est surtout ça que je suis en train de me dire. C'est peut-être lui qui est revenu d'entre les morts, qui dit « je veux une revanche sur la vie ». Alors voilà. Je suis dead. Non mais l'autre par contre elle pousse sa pote oui, elle est en mode viens, vas-y, va voir les gamines torturées. Viens, t'aimes le paranormal, viens. Bref. Au bout de quelques semaines, Lucie commence à me parler des filles et de leur comportement. Elle les trouve spéciales. La grande est souvent colérique et parfois violente. Une fois, je la surprends en train de mettre un pied sur la poitrine de sa petite sœur de 6 mois en menaçant de l'écraser. Ah oui. Ambiance sympa. Ambiance. La cadette de 4 ans est aussi très capricieuse, mais non violente. Elle parle souvent de la voisine décédée. On finit par comprendre qu'il s'agit de la voisine mitoyenne, puisqu'elle en parle surtout dans la salle de jeu, pièce la plus proche du mur mitoyen. Malgré la luminosité de cette pièce, il y a une ambiance particulière que je ne saurais décrire. Les mois passent, mais rien ne change.
Puis un soir, les parents me demandent de garder les filles seules. Lucie n'était pas disponible. Les filles seraient déjà couchées à mon arrivée et je n'aurais plus qu'à attendre dans le salon le retour des parents, alors j'accepte. Le soir en question arrive vers 20h30. C'est la première fois que je reste là-bas la nuit. La maison est calme, mais l'ambiance est étrange. Je regarde un peu la télé, puis je prends un livre. Je m'installe dos à la fameuse salle de jeu parce que j'ai trop peur d'y voir quelque chose. Je suis absorbée par mon livre quand tout à coup, un bruit énorme retentit autour de moi. Ça ne dure qu'une seconde. J'ai l'impression que c'est la maison qui hurle. Un bruit tellement fort que je crois que la maison se fait bombarder ou que toutes les vitres ont explosé. Je reste là, pétrifiée, en pleurs. Quand je reprends mes esprits, je monte à l'étage, persuadée que je vais retrouver les filles en pleurs. Mais non, elles dorment paisiblement. Pas de vitres cassées, aucun meuble renversé. J'appelle mon copain qui vit à 5 minutes de là. Il n'a rien entendu. C'est là que je comprends que le bruit ne vient pas de l'extérieur. Je préviens les parents par message, leur expliquant que je m'enferme jusqu'à leur retour. Ils me répondent simplement « OK ». Quand ils rentrent, ils ne mentionnent rien et je pars. Je continue le babysitting pendant quelques semaines encore, puis le confinement arrive et j'arrête. À ce jour, je n'ai pas d'explication à ce que j'ai vécu. Mon copain, extrêmement cartésien, est persuadé que j'ai vécu une sorte de paralysie du sommeil ou hallucination. Il pense que j'étais en train de m'endormir en lisant et que mon cerveau m'a joué des tours. Je ne peux pas l'écarter complètement, mais je suis certaine d'avoir été bien réveillée et j'ai bien entendu ce bruit abominable. J'espère que cette histoire vous aura plu. Eh bien, Prune. Eh bien, chaud ? Ouais, moi, j'ai peut-être une des gamines qui a des problèmes gastriques et qui s'ignore, c'est peut-être aussi ça, quoi. Je suis désolé de tout ruiner, mais si la musique n'est pas la même et que les gamines ont des problèmes d'intestin... T'es déçu de ne pas voir Yves Montand, en fait. C'est ça, exactement. Dis la vérité. Ben ouais, non, en fait, t'es déçu. On n'y pense pas, mais... C'est ça. Non, en mais fait, oui, t'es un fan qui s'ignore. J'avoue que j'aurais été le mec de Prune, j'aurais dit la même chose, genre, comme quand tu t'endors et que tu commences à te sentir tomber, je me serais dit, c'est juste qu'en t'endormant, il y a un truc qui a... Ouais, je pense que aussi. Alors après, je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui ont déjà fait. T'as déjà fait du babysitting, toi ? Non. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui en ont déjà fait, mais pour en avoir fait, il y a un truc dans le babysitting où des fois, tu tombes chez des gens et tu sais, il y a rien à faire. Il y a des endroits où tu te sens pas très bien, tu vois. L'énergie est un peu chelou, les gosses, tu les connais pas tellement. C'est souvent des amis d'amis de tes parents qui cherchaient un truc et tout. Et t'arrives dans un endroit où t'es pas chez toi, c'est tard le soir, tu connais pas trop les gens chez qui t'es. Et je pense que de base, il y a une vibe un peu bizarre. Ouais, tu je vois vois ce que tu veux dire. Oui, il y a un feeling, s'il y est pas. Après, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que de base, le feeling était pas bon avec les parents. Ouais. Et donc, par-dessus ça, il y a. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle avait. Enfin, du coup, on n'a pas de nouvelles de. Est-ce que sa pote a continué d'y aller et tout, tu vois ? On ne sait pas si sa pote, du coup, qui elle est sensible au paranormal, a dit quelque chose ou si, tu vois, elle avait ressenti un truc. Ça, on n'en sait rien. On n'a pas de nouvelles d'Yves Montand. Je suis un peu déçue. Est-ce que Yves Montand peut réagir à cette histoire, éventuellement ? Ah, il y a des gens dans le chat qui parlent de l'hypervigilance. Ouais, j'avoue que ça, c'est un peu chiant. Du coup, le moindre bruit, ça te trigger, en fait, comme si c'était vraiment un truc énorme. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs paramètres. Est-ce que tu as déjà eu un job un peu insolite, toi T'as déjà fait un petit boulot un peu insolite ? Les petits boulots que j'ai faits, j'ai 2 frères et il y en a un qui bosse dans une usine de peinture. Donc les tafs d'été que j'avais, c'était ça. C'était aller dans l'usine et genre travailler là-bas. Donc vraiment des trucs de conditionnement de peinture. Ou sinon, un été, on m'a dit, tu vas faire la déchetterie de l'usine. Et c'était le meilleur taf d'été parce qu'en fait, j'avais les chariots élévateurs. Et qu'est-ce que c'est drôle. Vraiment, juste, je driftais dans l'usine partout. Avec tous les conteneurs. Simon, c'est quoi ton job ? Je fais des drifts. Je fais des drifts avec un chariot élévateur. J'ai passé un été de folie dans cette usine. Donc non, le taf le plus original que j'ai eu, je pense que c'était ça, drifter. Drifter de chariot élévateur. J'adore. Dites-nous le chat, c'est quoi le job d'été le plus chelou, un peu insolite que vous avez fait ? J'ai très envie de savoir. Babysitting, ouais, non, jamais. Je sais que c'est beaucoup féminin en général. C'est quand même beaucoup les jeunes filles qui font du babysitting. Il n'y a pas beaucoup de mecs. Enfin, j'ai rarement croisé des mecs faire ça. Et c'est marrant, mais tu sais, je pense que dans l'idée commune, tu fais moins confiance. C'est terrible, hein, c'est un gros stéréotype, mais tu fais moins confiance à un garçon pour garder des enfants qu'à une fille. Ah non, mais je peux comprendre. Alors que franchement, j'étais pas une bonne babysitter, je peux vous le dire. T'en as vraiment beaucoup fait ? Ouais. Ah oui ? Ouais. Bon, les gosses, ils ont là, kiffé. Là, dans le chat, des gamins traumatisés. Oui, Marie, je suis encore là. Oui, c'est toujours 20 moi. 20 ans plus tard. Ah, attendez, il y a des gars dans le chat qui ont fait du babysitting, mais ça, c'est trop bien. Factrice, ouais, c'est... cuisinière dans un couvent. Hein ? Ah ouais, là, c'est spécifique. Cuisinière dans un couvent creepy. Oh, putain, j'ai vu une interview passer là sur les réseaux il y a pas longtemps en parlant de couvent, justement. Je crois que c'est Brut qui avait interviewé une femme qui a passé toute sa vie dans un couvent et qui raconte, elle en est sortie très tard,
Wow. et qui raconte ça. Et elle explique que l'ambiance, c'est pour ça que cuisinière, l'ambiance dans un couvent, apparemment, c'est un vrai game hors du temps. Donc cuisinière dans un couvent, j'imagine bien à quel point ça peut être spécial. Ah ouais, ah bah tiens, les vendanges dans un presbytère. Eh mais vous allez tous les sortir en fait là, vraiment. Dans 5 minutes, on nous parle du Vatican. Je sais pas ce que vous avez fait là-bas, j'ai pas envie de savoir. Et tu vois, je suis religieux zéro, mais vraiment aucune religion. Voilà. Au mieux, je suis, c'est pas athée, c'est agnostique. Agnostique, ouais. Mais il y a un truc avec l'esthétique de la religion chrétienne, les cathédrales, les basiliques, tout, même si je n'y crois pas, ça crée une espèce d'aura qui, tu vois, s'il y a un seul endroit où je peux me dire, ok, sur un malentendu, il y a du paranormal, c'est là-dedans, parce que toute l'esthétique qui va avec marche. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Alors que pourtant, dans tout ce qui va être église, cathédrale, etc., comme en fait, de base, c'est sacralisé. Bah ouais, c'est pas censé être théoriquement, t'es pas censé... nous, à chaque fois qu'on fait des enquêtes paranormales, dès qu'on se retrouve dans des endroits comme ça, tous nos outils, ils marchent plus. Putain, c'est fou. C'est genre ça... Et tu le vois, c'est flagrant juste, ça bouge plus, en fait. Ça bouge plus. C'est un délire. Enfin bon, je dis ça, et à cause de vous, aux The Event, je me suis fait tatouer une cathédrale, donc en fait... c'est joli, vraiment. En soi, tu vois, on y est, quoi. Voilà, hein. Là, on est dans l'esthétique. Bref, écoutez, j'ai pas vraiment de... C'était une petite histoire pour nous mettre en jambe, je pense, l'histoire de Prune, tu vois. Le petit coup de... Moi, Yves Montand, ça m'a... Après, j'avoue que les deux gamines qui chantent du Yves Montand... Ça fait un peu Shining. Oui, exactement. Tu vois. Les deux gamines dans le couloir, là. Non, mais il y a un truc, hein. Franchement, mais de toute façon, moi, les enfants, je trouve ça creepy. De manière générale. Ça dépend de leur comportement, mais des gamins stoïques, oui. Ouais, ça fait vraiment peur. Plus spécifiquement, les petites filles, on doit préciser. Je trouve que des gamines stoïques, c'est plus flippant qu'un gamin stoïque. Oui, c'est vrai. Oh purée, mais c'est vrai. Non, c'est un peu. Je suis en train d'imaginer parce que agent hospitalier en psychiatrie. Les gars, c'est que moi j'aurais jamais accepté. Hein. Et il y en a, vous acceptez des intérims de malades. Et c'est des ouf, hein. Purée. Pire job, faire de la peinture dans mon lycée. Oh. Ça va. Mais ah ouais, purée. Bon bref. C'était bien pour nous mettre en jambes. Ah, ça va. Je pense que la tienne, enfin j'en sais rien en fait. Écoute, là ça va être un petit peu... Bon, j'ai compris, c'est pas chez moi donc... Tu peux, non voilà, tu sais quoi? Très bien. Chez toi t'as sûrement pas le droit de faire ça, tu t'interdis de le faire. Je m'interdis de le faire. Voilà, et ben écoute, ici t'as le droit. C'est les vacances, Simon. Allez, c'est Quentin qui nous envoie une lettre. Bonjour Marie. J'ai découvert ta Ok, on reprend. Bonjour Marie. J'ai découvert ta chaîne Twitch pendant le The Event. Ah bah voilà. Et en fouillant un peu, je suis tombé sur le bureau des lettres oubliées. Très bien fouillé, Quentin, bravo. Ouais. J'adore le concept et ça m'a donné envie de t'écrire parce qu'il m'est arrivé un truc cet été, donc c'est très récent, qui me fait encore froid dans le dos et je ne l'explique pas. Pendant que tout le monde était en vacances, moi, je bossais, on est ensemble Quentin, faut mettre de l'argent de côté pour le reste de l'année, mes adeptes étudiants connaissent le délire. Et dans ma tête, j'avais décroché le job d'été de rêve. Un taf qui te prend pas toutes tes journées, histoire de pouvoir quand même profiter de la plage et du soleil. Un taf qui n'est pas trop physique, histoire de pas être rincé au bout de 2 heures. Un taf drôle, fun, festif, au milieu de gens heureux, contents d'être là et prêts à se marrer. Cuisinière dans un couvent, pas du tout. En fait, j'attendais la chute, je me suis dit, il va me troll. Je me suis dit, il va me troll, c'est sûr. Vraiment une pépite, pendant des semaines, j'allais être... en vrai, le taf est bien. Un monstre dans une maison hantée. Tu vois, ça aurait dû être Ava qui lit ça parce qu'elle Mais oui, je sais qu'elle a bossé au manoir de Paris. Elle nous l'avait dit quand elle était venue. Un monstre dans une maison hantée. Du coup, je me visualise bien le truc. Oh, waouh. Tu vois les gens qui te font sursauter dans les trains hantés en fête foraine, pareil, mais dans une attraction où les gens sont à pied. Un masque, un costume et un recoin sombre et boue. Je jaillis sur les pauvres visiteurs qui jouent à se faire peur. Je les fais sursauter. Je les pourchasse gentiment. Non, j'aurais trop peur de me prendre une baigne. Ben, apparemment, ça peut arriver. Moi, je sais que j'aime beaucoup les escape games d'horreur. À Bordeaux, il y en a un, si vous avez l'occasion, Grue, le Gaëtan, il est super. Il y a une scène où le mec est au plafond. Non, stop. Tu ouvres la porte et le gars est au plafond. Tu fais, non mais, exceptionnel. Mais oui, j'aurais peur aussi de me prendre de droite. Tu me l'as bien vendu, là. J'ai envie de le faire maintenant. Je reprends. La musique, carrément, c'est coupé. Ouais, on va vas-y à raconter ça. C'est bon. Franchement, c'était hyper drôle. Il y a un truc cathartique à chercher à effrayer les gens, tout en sachant qu'ils sont là pour ça. Et puis, le dernier soir, ça a changé. Quand je suis arrivé, on m'avait raconté des histoires de spectateurs qui se mettent à se battre avec les monstres, tellement ils ont peur. Marie Lopez m'a-t-on dit. Voilà, c'est ça. C'était moi. Des durs à cuire qui veulent faire les beaux devant leurs copines, mais personne ne m'avait préparé à la peur.
L'autre peur, la vraie, pas celle pour rigoler, l'angoisse. Oh là, il va tomber sur un dégénéré. Ouais, il va tomber sur un fou, lui, c'est sûr. Dans l'attraction, il y a une porte que j'ai toujours vue fermée. Même avant l'entrée des spectateurs, je n'ai jamais vu personne ouvrir cette porte. Ce qui ne me dérangeait pas spécialement, jusqu'à ce que je perçoive un bruit de l'autre côté. J'étais en train de terroriser un petit couple d'ados mignons quand j'ai cru entendre mon prénom au loin. La phrase est géniale. Ça m'a coupé dans mon élan. D'un coup, j'ai eu des sueurs froides. J'ai tendu l'oreille, mais rien. En plus, avec tout le bruit dans la maison hantée, les cris, la musique, difficile de savoir d'où venait cet appel ou même d'être sûr qu'il était réel. J'ai essayé de me remettre dans mon personnage, mais je n'étais plus très à l'aise. Et puis, j'ai entendu des grattements, comme des ongles sur un tableau, comme un couteau qui crise dans une assiette. Ça venait de pas très loin, ça venait de derrière la porte fermée, que j'avais fini par oublier tellement elle ne servait à rien. Et ce soir-là, ça grattait, et à chaque bruit de plus, l'angoisse montait en moi, incontrôlable. Je n'avais aucune raison d'avoir peur, mais mon corps décidait pour moi. Là, il n'y avait plus rien de rationnel, plus rien de cathartique. Je me suis approché de la porte, je ne pouvais pas faire autrement. Le bruit était horrible, je n'entendais plus que ça. Tout le reste avait disparu. Les gens auxquels faire peur, les cris, la musique, il n'y avait rien d'autre dans ma tête que cette porte. J'ai vu une ombre dessous, ou je crois que je l'ai vue. Sur le moment, j'étais sûr. J'ai vu une ombre sous la porte et les grattements se sont arrêtés. Et j'ai entendu « Sors ». Oh. C'est la maison hantée qui fait peur à ses salariés. Ouais, ça, c'est les prud'hommes. Non mais Quentin, les prud'hommes, Quentin. Quentin, est-ce que tu as écrit sur le chat? On peut t'aider, on a des avocats. Ou celui qui est derrière la porte, les prud'hommes, libérez cette personne. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je suis limite parti en courant. Mes collègues m'ont vu passer à toute vitesse dans les pièces de la maison hantée. J'ai enlevé mon masque dans l'entrée. J'avais besoin de respirer. Après coup, j'ai demandé aux autres s'ils avaient entendu ou vu quelque chose. Évidemment, ce n'était le cas de personne. Le lendemain, quand je suis venu dire au revoir à tout le monde, on m'a même ouvert la porte en question. C'était juste une espèce de petit cagibi avec 3 conneries dedans. Ça aurait dû me rassurer de voir ça, mais même pas. J'ai juste continué à être mal à l'aise. Je ne sais pas ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que j'ai entendu. Peut-être que vous aurez quelques idées, mais je ne me remettrai plus jamais. Mais je ne remettrai plus les. Je vais y arriver. Mais je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette fausse maison hantée, qui en est peut-être une vraie de maison hantée. Bonne soirée à toi et à ton invité. Attends, mais c'est pas genre un collègue qui se fout de sa gueule? Moi, je pense que c'était le stagiaire. Ah ouais, c'est ça. Je pense que c'était le stagiaire qu'ils ont voulu torturer. Je te mets ça. Mais oui, t'as le droit, hein, tu peux. Hein. Hop là. Ouais. Non, en vrai, l'histoire j'en mets parce que c'est un peu l'arroseur arrosé, tu vois. Moi, j'adore ce genre d'histoire où en fait tu vas pour faire peur. Et j'aime bien le fait qu'il explique qu'il trouve ça assez cathartique et je trouve ça assez vrai. Le fait que c'est comme un guilty pleasure, tu vois. Il n'y a rien à faire. Même si moi, j'avoue que je pourrais pas, j'aurais trop peur de me prendre une baigne, très sincèrement. Et vous en pensez quoi, le chat? Moi, c'est vrai, j'ai un peu l'impression. Le bisutage, hein, ça se dit en haut. Hein. Ouais, peut-être bisutage, c'est vrai. En vrai. Hein. Et puis tous les collègues après qui se donnent le mot de c'était son dernier jour, tout le monde fait genre on n'a rien entendu, tu vois. Oh waouh. Ça ressemble un peu à ça. Et ça se trouve, il y a des collègues à lui qui sont en train de regarder, ils sont en mode putain, il a carrément envoyé une lettre à Angel Phoenix, on l'a détruit. Ça l'a traumatisé. Franchement, ça l'a traumatisé. T'en as déjà fait, toi, du coup, des manoirs de Paris, des trucs comme ça J'adore. En fait, je fais beaucoup d'escape games. Et ceux ambiance horreur, c'est parmi mes préférés. En général, ils te mettent pas des énigmes très dures parce qu'ils savent que tu es en pression. Mais il y a peu un truc comme avec l'alcool, par exemple, il y a une espèce d'accoutumance où à la fin, il faut que ce soit vraiment abusé pour que ça me fasse stresser, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive dans des escapes d'horreur. Et ça te fait plus rien? Je suis vraiment serein. J'en ai fait un à Lyon avec des potes. C'était affreux. C'était un peu en mode l'exorciste. Et en gros, il y avait une gamine, enfin une meuf vraiment toute petite, toute frêle, mais vraiment grimée en mode l'exorciste. Elle était accrochée au lit. Et moins vite tu répondais à l'énigme, plus elle se détachait. Oui, j'en ai fait un comme ça aussi. Waouh! Mais après, elle te... Oh, c'était horrible. À Bordeaux, il y en a un, il s'appelle Amy, si vous avez l'occasion. Pareil, c'est la même mécanique. Oh là 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 qui a du mou de plus en plus. Et après, tu dois aller dans un tunnel, ramper, elle te rampe derrière, elle t'attrape la jambe. Mais il faut voir comment, en fait, même si tu crois pas, tu sais que la meuf, elle est... En plus, t'as payé. T'as payé pour te faire Il faut que tu te répètes, intermittent du spectacle, intermittent du... Il faut que tu te répètes ça en boucle. Franchement, c'est affreux. En vrai, là, je te dis, le dernier qu'on a fait avec mon monteur, Selji, une amie, Victoria et Ava, à Bordeaux, Gaëtan, donc de Grue, exceptionnel. C'est limite même pas tant un escape davantage que juste un truc de flip. C'est une immersion, Il n'y a quasiment pas d'énigme, mais tout est trop bien. Et je te dis juste, c'est le seul truc que je spoil, mais quand à un moment, juste tu lèves les yeux, le mec est au plafond. Wow, c'est bon. Mais aux États-Unis, tu sais, t'as des vraies maisons de l'horreur, genre où vraiment ils te torturent. Genre, tu payes pour te faire torturer. Et je crois qu'il y a une liste d'attente. C'est pas ça. Il y a une liste d'attente et il y avait une histoire. Je crois qu'il y en a un qui a été tellement hardcore que ça a fini par fermer. Mais il y avait une histoire de où si t'arrivais au bout, ils te payaient. Ça devenait un argument marketing de si vous tenez jusqu'au bout,
Et ça, c'est une histoire de dingue, en vrai. Tu ferais pas une vidéo là-dessus? Tu pourrais, en vrai, il faudrait que je me renseigne sur est-ce que ça existe encore, parce que je sais qu'il y en a eu qui ont vraiment eu des problèmes. Hein. Ouais, parce qu'en plus, après, ça finissait sur le dark web. Tu vois, t'avais... Comment ça s'appelle, les caméras où tu vois des gens se faire torturer, là? Il y a un truc. Comment ça s'appelle? Le chat, vous allez le trouver. Hein? Kik, bah c'est ça. C'est Kik, non mais c'est ça. Non mais en vrai, et franchement, tu devrais grave en faire une vidéo parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas le concept et moi j'ai vraiment du mal. Je comprends que c'est un peu les délires BDSM, bon allez, tu vois, passer à un certain stade et tout, mais vraiment le fait de payer pour te faire arracher les ongles, parce que c'est ça le bail, tu te dis, mais les gars, c'est des snuffs, non les snuffs c'est quand il y a des gens qui... Mais... Il y a des cams sur internet où les gens décèdent. Ouais. Je savais même pas. Mais non, là, surtout, moi, ce que j'ai envie d'essayer, ça s'organise de plus en plus, c'est des escapes d'horreur, mais dehors. Où genre, ils privatisent un champ, une forêt, un truc et tout. Après par des zombies. Courir après et tout. Moi, mon seul problème, c'est que je me suis fait les croisés à la TwitchCon il y a 3 ans. Ah ouais, et j'ai c'est pour ça que t'as pas pu continuer ta carrière de footballeur, dans le foot, évidemment. C'est pour ça. Et donc, en fait, j'ai juste peur que si à un moment, on me dise, faut courir, je suis en mode, bah les gars, je vais mourir maintenant. Allez, je vous abandonne. Adieu. Et tu sais, le monstre, il arrive, je fais, j'ai même pas peur, donc viens, on se check, mon ref. Et les autres, ils partent en courant. Attends, tu t'es fait les croisés à la TwitchCon? Alors, je dis à cause, j'aime bien leur mettre le truc sur le dos, mais en vrai, pas du tout. Hit the Road, tu vois. Ouais, je vois très bien. En fait, c'est 2 copains, Clément et Paul, et ils ont été champions à un moment d'un truc qui s'appelle le Chase Tag. C'est le jeu du chat, mais en version très sportive. Et à un moment, il y avait ça à la TwitchCon, et ils me disent, tu veux essayer? Moi, pas sportif, pas souple, rien du tout. Je dis, ouais, carrément. On en fait 1 fois, 2 fois, 3e fois, je fais un saut. À la réception, nul. Je me flingue le genou. Merci, au revoir, les croisés. À l'hôpital. Direct. Alors, non, béquille, mais opéré 2 mois plus tard. Oh non. Les croisés et tout, Ma phobie. Ça peut arriver. Et les croisés, vraiment, ça se fait nul. Quand je faisais ma rééducation après mes trucs, il y avait un mec qui s'était fait les croisés, juste à moto, à un feu rouge, il met le pied par terre, le genou part. Non, mais là, franchement, c'est pas possible. On n'est vraiment pas tous fait pareil, les gars. On n'est pas tous fait pareil. Les croisés, vraiment, c'est un truc débile. Est-ce qu'avec toutes les vidéos que tu as fait dans tes voyages et tout, il t'est déjà arrivé d'arriver dans des endroits où vraiment, même toi qui es quand même globalement cartésien, t'as quand même senti que t'étais dans des endroits un peu bizarres, où tu vois, il t'est arrivé des trucs un peu chelous, où t'as vraiment eu un peu peur quand même? Alors, peur pour des raisons paranormales, non. En revanche, dans les trucs qui m'ont intrigué, les sujets que j'ai voulu creuser, j'ai fait une vidéo sur les expériences de mort imminente. J'ai vu cette vidéo. Et c'est un sujet qui est souvent à mi-chemin entre le paranormal, parce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est au moment où vous décédez, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles sont réanimées, expliquent qu'elles ont vu des choses. Des fois, c'est un tunnel blanc, des fois, c'est des proches à eux, etc. Et c'est un sujet qui flirte à mi-chemin entre donc, le paranormal et tout ce qui est le spiritisme, le spirituel, et le très cartésien, parce qu'il y a quelques, qui ne sont pas nombreux, mais il y a quelques chercheurs qui se penchent dessus et qui essaient de voir s'il n'y a pas juste des mécanismes dans le cerveau qui bombardent tout pour t'apaiser avant qu'on coupe la lumière. Et donc j'ai fait un sujet là-dessus et j'ai interviewé une femme qui est décédée et qui est revenue. En fait, elle avait eu un accident, elle s'était fait percuter par une voiture alors qu'elle faisait une sortie de balade le matin. Et elle t'explique qu'elle a vu sa grand-mère, elle lui a parlé et tout, elle a passé beaucoup de temps dans le coma. Elle a été déclarée à un moment cliniquement morte et donc elle t'explique tout ça et c'est compliqué parce que ça a été l'interview la plus dure que j'ai eu à mener de ma vie. Des fois, il y a des interviews, elles durent 45 minutes, les 45 minutes sont exploitables, c'est exceptionnel. Il y en a comme elle, c'est 3 heures, à la fin tu ne gardes que 20 minutes, tellement c'est parti dans tous les sens parce que elle-même, tu sentais qu'elle s'en souvenait très précisément et en même temps, tu sentais que le cerveau avait été tapé et donc elle n'arrivait pas à tenir un fil rouge clair. Et ce sujet-là m'a particulièrement intrigué et in fine, même si dans la vidéo, j'ai aussi quelqu'un qui bosse très sérieusement sur le sujet et qui, lui, a plus un avis de voilà, c'est le cerveau, tu sors de là quand même vraiment sans savoir quoi. Toi, t'en penses quoi? Moi, encore une fois, je reste très cartésien. Encore une fois, dans tout ce qui est la spiritualité, etc., je ne crois en aucun dieu barbu, etc. En revanche, je ne serais pas fermé à l'idée qu'il y ait une entité supérieure que ce soit numérique, tout ça soit une simulation ou que ce soit un truc beaucoup plus spirituel. Non, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire ça, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait quelque chose qui nous dépasse complètement tous et que nos outils, que sont nos sens, nous permettent évidemment pas de percevoir la réalité dans son ensemble et donc qui dépend de la réalité qui nous soit impossible de percevoir. Qu'il s'agisse, encore une fois, c'est ce que je disais, de simulation ou littéralement de dimensions parallèles auxquelles on n'a pas accès. Ça, pourquoi pas? Le seul truc étant que j'y ai jamais été confronté moi. Là, il se trouve que depuis peu, on a rencontré avec Ava un groupe de personnes à Bordeaux qui sont adorables, dont une nana qui s'appelle Victoria. Sa mère est un peu dans tout ce truc-là, médium, etc. Et donc, elle me met un peu le pied à l'étrier de ce truc-là, de je vais t'en parler, je vais te présenter des gens et tout. Je suis pas du tout fermé au truc, mais comme moi, j'ai rien vu de vraiment où je suis resté choqué avec aucune explication.
J'attends juste de voir. Ouais, c'est vraiment en fait le propre des cartésiens. Moi, je les appelle les cartésiens peureux. Ok. En gros, c'est ceux qui, pour moi, seraient tout à fait à même de croire, mais ne croient pas parce qu'en fait, il y a quelque chose qui les dérange, mais plutôt de l'ordre de la peur. Comme si, en fait, le fait de te dire qu'il y avait vraiment quelque chose, ça allait changer toute ta perception de la vie au global. Et ça, pour beaucoup, c'est effrayant, tu vois. Ben, tu sais que je vais aller à l'inverse de ce que tu dis. Moi, je serais content qu'on me... En fait, j'ai pas peur. Là, demain, je vois des trucs inexplicables qui se passent devant moi, je suis choqué. En vrai, je serais pas effrayé, davantage que je serais rassuré, parce qu'en fait, ma plus grosse phobie, c'est de mourir. Ouais, bah t'inquiète, on est ensemble. Hein. Et je serais ravi de savoir qu'il y a des choses que je ne sais pas et que potentiellement, en fait, c'est quoi, je veux dire, j'aimerais croire. Parce que ça me rassurerait de me dire qu'il y a un truc que je ne sais pas et donc que potentiellement, il y a quelque chose qui m'attend. En fait, voir des choses paranormales, ça me rassurerait sur l'après. Et aujourd'hui, le fait d'être purement pragmatique, du coup, j'ai peur de retourner au néant qu'il y avait avant, ou en tout cas, de ce que je me rappelle, il n'y avait rien. Peut-être que si, mais j'ai pas la mémoire. Bref, donc, moi, c'est l'inverse. Que s'il y a un fantôme qui vient de me dire « yo », j'aurais peur un bon coup, mais après, je passerai les 50 prochaines années à me dire « ok, ben, potentiellement, il y a un truc ». Tiens, moi, c'est fou parce que c'est ma peur de la mort qui est vraiment ce qui guide le reste de ma vie, c'est un peu triste. C'est ça qui m'a fait plonger vraiment tête baissée dans la médiumnité et le paranormal, parce que je refuse de croire. C'est tellement, tu sais, genre mon cerveau est tellement en mode... C'est impossible, tu vois, que du coup, j'ai besoin en fait, d'aller chercher. Tu dois faire une vidéo là-dessus. Je peux te présenter des médiums si tu veux. Je t'en présente un. C'est passionnant. Et puis, je te dis, même moi, ma mère, un jour, avait vu une dame qui lui avait sorti des trucs sur sa vie. Et elle-même, qui est très pareille, très cartésienne, m'avait dit ouais, c'est quand même très bizarre et tout. J'ai toujours entendu des gens qui avaient rencontré des gens qui, mais in fine, comme ça m'est jamais arrivé à moi, à chaque fois, je me dis ouais, mais tu voudrais genre là, demain, je te présente ma médium. Ah, mais je suis très curieux. Émilie, je crois que t'es dans le chat. Émilie, let's go. Mais tu vois, c'est juste, voilà, par curiosité pure. Et puis je te dis juste, c'est ce que je te dis, je ne demande qu'à croire. Let's go. Let's go. Alors voilà. Okay. Alors moi j'adore, les prove me wrong et je suis fan. C'est ma passion dans la vie. J'adore dire, tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est juste que, je sais plus quel célèbre philosophe avait dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ah oui, qui a dit ça? Et c'est évident qu'avec nos sens que sont l'ouïe, la vue, enfin le toucher, etc., on n'a pas accès à tout. Non, ça c'est maintenant, à quel point ce à quoi on n'a pas accès est gros et aussi, il y a aussi autre chose, c'est que si demain le paranormal, à quel point c'est un paranormal, comment dire, hollywoodien dans la mesure genre des fantômes en robe blanche qui en fait continuent d'hanter des lieux, ou alors est-ce que c'est une espèce d'âme commune au monde? Enfin tu vois, c'est aussi ça le paranormal. Où est-ce qu'on va, tu vois? En fait, je pense que la première porte d'entrée aux gens qui sont vraiment cartésiens sur tout ce qu'on appelle effectivement le paranormal, c'est vraiment plus déjà commencer à parler d'énergie. Rien que ça, tu vois. C'est ce que je dis tout le temps aux gens qui sont hyper cartésiens, c'est ok, t'es cartésien, mais ça t'est jamais arrivé en fait de croiser une personne et instinctivement de te dire je la sens pas cette meuf, ou je sens pas ce mec, ou te dire il y a un truc qui me dérange. Arriver dans un endroit, te dire en fait ici ça va pas, ou alors au contraire arriver dans un autre et dire mais c'est fou, genre je me sens trop bien ici, et sans forcément parler de déco, de personne, de ce que la personne te renvoie comme image ou quoi que ce soit, mais juste en fait ce feeling que tu sais pas expliquer et en fait qui s'avère souvent être juste cette espèce de sixième sens, tu vois. Moi je suis trop bien ici alors que je ne crois pas, c'est les églises. Je rentre dans une église, j'adore. Et en même temps, moi, la raison que je vais te donner, c'est parce que dans les églises, la plupart du temps, les gens viennent et ils prient. En fait, il y a cette espèce d'amour qui est envoyé comme ça, que ce soit d'ailleurs pour des mariages ou pour des enterrements, pour des baptêmes. En fait, il y a de l'amour envoyé dans l'air, tu vois, et mine de rien, c'est ça qui fait que ça devient un peu une... Enfin bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures, je trouve ça passionnant. Bref, voilà, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Il y a des cartésiens dans le chat, là, on me l'avait jamais dit. C'est l'instinct de survie et la perception des sens. C'est hyper intéressant. Tu sais qu'en fait, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, et en vrai, c'est intéressant. Tu vois, dans les derniers trucs... qui ont participé à m'ancrer dans le pragmatisme, il y a typiquement des créateurs comme Le Grand JD. Le Grand JD, j'adore ce gars, Julien, il est passionnant. Toutes ses vidéos, c'est peut-être... Ah, en fait, non. Et la seule fois où il y a vraiment eu un truc, c'était un espèce de demi-prank qui est parti en sucette et tout machin. Ouais. Et du coup, je suis en mode, au bout de 50 vidéos, tu mets tous les moyens du monde et que... Après, moi, j'ai mon avis. C'est qu'il les fait fuir. Mais bon. Moi, je pense qu'en fait, Bon, je vais me faire cancel.
Je pense qu'en fait, il y croit pas autant que moi j'y crois. Et je crois que quand il y a un truc comme ça que moi j'estime avec le paranormal, c'est que quand tu es toujours dans la défiance, genre montrez-moi que vous existez, ça marche pas. Ça peut pas, et ça peut pas en fait être dans le, tu vois, la provoque et tout, ça peut pas fonctionner. Et t'es pas sûr que du coup, ce que t'estimes ton niveau d'ouverture ou de croyance ne peut pas aller dans le sens inverse aussi, à savoir te fausser et te faire voir des trucs que tu n'aurais pas vu. Le plus dur, en fait, c'est d'être dans le juste milieu et de toujours questionner. Nous, quand on fait des enquêtes paranormales, il nous arrive quelque chose, d'abord on le questionne. Et si ensuite, en le questionnant, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'explication, on va plutôt avoir tendance à aller vers le côté du paranormal. Mais on ne va pas creuser sur c'est d'office pas ça, c'est d'office pas ça, tu vois. Tu vois. Je sais pas à quel point on a un peu de temps pour discuter, mais... Il y a l'autre jour, j'étais invité à un événement d'influence à Bordeaux, dans un château de vin et tout, et je tombe avec... Sympa, les événements d'influence, Simon. Mais il faut venir à Bordeaux, Marie. Il faut venir à Bordeaux, c'est super sympa. Purée. Et il y avait pas mal de gars, dont un, il faut pas qu'il m'en veuille, j'ai oublié son prénom, mais qui était adorable et tout, et qui était très bordelais typique, c'est-à-dire très bien habillé, un peu chic, machin et tout, très sympa. On discute au repas, et à un moment, il me dit ça t'intéresse, toi, le paranormal? Et tu vas très bien voir qui c'est. Parce qu'il te connaît. Ouh là là. Bah si, je t'avais envoyé. Enfin bref. Et en gros, je fais bah non, pas trop, c'est pas ma ligne éditoriale, mais dis-moi. Attends, vin, Bordeaux. Et il me dit, donc je lui dis non, c'est pas trop ma ligne éditoriale, mais enfin pourquoi? Et en rigolant, je dis pourquoi? Tu vas me proposer la Dame Blanche? Il me fait oui. Et je sais plus, mais c'est le gars qui a le château avec la nana emmurée. Puy-Martin. Oui, voilà. Mais oui, parce qu'ils sont en région, ils sont en Dordogne. Ils sont en Dordogne. Voilà. Oui, en et en fait, à un moment, on en parle et tout. Je dis, mais débat. Et en fait, on se parle et tout. Il me dit, mais oui, mais Marie, elle est venue. 2 fois, j'y suis allée. Julien, il est venu. Mais et tout. oui. Et en rigolant, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu me proposes la Dame Blanche? Et il fait, bah oui. Ok, gros. Et son château est phénoménal. Il est dingue. Tu y allais ou pas? Non, pas encore. Mais le gars est adorable. Mais oui, ils sont trop gentils. Je t'enverrai le numéro, ils sont trop cool. Mais on s'est parlé et tout. Il est adorable. Il m'avait aidé à chercher un casque pour un truc et tout. Bref, trop cool. Et il faut que j'aille voir parce que son château a déjà l'air au-delà de ça sublimissime. Superbe. Et donc, il y a cette histoire de la nana emmurée, quoi. Superbe. En tout cas, nous, on a fait 2 enquêtes paranormales là-bas, si vous voulez aller voir. Et en vrai, le château, il est incroyable. Ouais, franchement, il est très cool. Oh, les gars, on pourrait parler pendant des années. On va passer à notre 3e histoire, qui nous a été envoyée par Aurélie. Aurélie, si tu es dans le chat, n'hésite pas. Bonjour Marie et à l'invité, ainsi qu'à toute l'équipe derrière cette superbe émission. L'histoire que je m'apprête à vous raconter m'est arrivée cet été et j'en suis encore un peu chamboulée. J'ai 27 ans et je suis animatrice nature à mon compte. En gros, j'interviens principalement dans les écoles pour faire découvrir la faune et la flore aux élèves par des activités, jeux et balades en forêt. Mais voilà, qui dit été dit école fermée et je me retrouve donc sans le sou. Pas de panique, j'ai toujours eu l'habitude de faire des jobs saisonniers et cette année, je travaille dans une entreprise d'aide à domicile. J'interviens chez des personnes souvent âgées ou handicapées pour les aider au quotidien, ménage, courses, paperasse, compagnie, douche. Les missions sont assez variées et les clients que je rencontre sont pour la plupart très sympathiques. Petite précision nécessaire, mais nous travaillons avec une application qui nous permet de pointer notre arrivée et notre départ du domicile du client. Il y a aussi un espace qui nous sert à décrire ce que nous avons fait sur place ou s'il y a un message à faire passer à la collègue suivante. Déjà, en vrai, grande force à toutes les personnes qui travaillent dans le soin à la personne parce que Dieu sait que c'est un travail difficile. L'histoire commence en juillet chez un client que j'appellerai Jules. Ce monsieur est âgé, seul dans son appartement et ne peut pas se lever de son lit. Je viens donc 3 fois par jour pour lui faire sa toilette, le changer, lui faire à manger, le ménage et lui tenir compagnie. Jules est réputé pour être une personne très désagréable avec le personnel et fait souvent des remarques déplacées lors de sa toilette ou de ses changes. Sympa le petit Jules. Il est aussi extrêmement maniaque et a ses habitudes inchangées depuis des années. Au bout d'une semaine, je me sens enfin plus à l'aise avec lui. Je connais ses rituels par cœur. Préparer son café dans cette tasse exactement, la poser à tel endroit, dans tel sens, allumer la télé sur telle chaîne, avec le son à tel niveau et replacer la télécommande à un endroit précis, etc. C'est que ça me fait peur de vieillir juste pour devenir comme ça. De quoi, la routine extrême? À devenir, tu sais, staccanoviste, c'est le mot. Staccanoviste. C'est vraiment un truc? Ouais, c'est un mot. Il me fait toujours des remarques déplacées lors de sa toilette, mais j'ai décidé d'ignorer et de simplement faire mon travail. Jules est aussi une personne très croyante. Il a plusieurs cierges, bibles et autres crucifix dans son appartement. Au bout d'environ 1 mois, je me retrouve à être la seule qui lui rend visite. Mes collègues sont soit en congé, soit ils ne veulent plus y aller à cause de sa misogynie et son racisme omniprésent. Super. Étant la seule femme blanche de l'équipe, je bénéficie d'un avantage. Je ne subis que les remarques misogynes. Oh, waouh, c'est génial. Je vais donc matin, midi et soir au domicile de Jules et je commence à remarquer des choses étranges.
Des objets changent de place, des traces de doigts sur les vitres visibles le midi alors qu'elles n'y étaient pas le matin, ou encore des traces de chaussures qui ne sont pas les miennes. Je le rappelle, ce monsieur est alité et incapable de se lever. Étant la seule personne à venir chez lui, je me pose des questions sur ces bizarreries. Tout ça dure sur le mois de juillet et je décide d'en parler avec ma responsable qui me prend pour une folle. Elle me confirme que je suis bien la seule à aller chez Jules, je suis la seule à avoir les clés et ce monsieur n'a plus de famille. Pas de réponse de ce côté, alors que je décide d'en parler directement avec Jules. Au moment où j'aborde le sujet, son visage se ferme et il prend un air grave. Cependant, il ne me répond pas et décide de détourner le regard. Il ne m'a plus à adresser la parole du reste de la journée et je me suis inquiétée de l'avoir peut-être traumatisé. Pendant le reste de l'été, ces phénomènes se poursuivent et certaines de mes collègues commencent à me prendre pour une folle, tandis que d'autres y voient quelque chose de surnaturel, peut-être une entité dans ce vieil appartement. Je fais profil bas pendant un temps, et puis un matin, en rentrant dans son appartement, je découvre des traces de chaussures incomplètes dans la salle de bain. En prenant la serpillière pour nettoyer, je m'aperçois qu'elle est mouillée. Ce qui est étrange car je ne l'ai pas utilisée depuis 2 jours et qu'elle devait donc être sèche. Je décide de vérifier une théorie qui me semble folle. Je vais discrètement dans le placard de l'entrée et saisis les chaussures de Jules, encore recouvertes de boue fraîche. Je sens un frisson me parcourir le dos et je me rends dans la salle de bain. La trace correspond exactement aux chaussures de Jules. Je suis encore très perplexe, mais je décide d'aller le confronter. En me voyant arriver avec ses chaussures à la main, il me hurle dessus en me disant que je n'ai pas à fouiller ses affaires et me crie de sortir immédiatement de chez lui. Sous le choc, je m'exécute et une fois dehors, je décide d'appeler ma responsable pour tout lui expliquer. Le lendemain, elle me rappelle la voix grave. Il s'est révélé que Jules n'était absolument pas handicapé. C'était sûr. Et que depuis 3 ans maintenant, il simulait sa maladie afin que des femmes viennent s'occuper de lui et en particulier le changer et le laver. C'était donc un gros pervers. Quel âge, Jules ? Je suis choc-barre. Quel âge, Jules ? On n'a pas l'âge de Jules, on sait que c'est une vieille personne. Monsieur âgé. Wow. Eh bien, Jules, bah voilà, écoutez, j'espère qu'il est mort. Voilà, à ce stade. Wow. Ouais, non, Clairement. non, mais enfin bon, voilà. Par contre, horrible. C'est que dans le bureau, on n'avait jamais eu une histoire comme ça. Vraiment glaucos. Ouais. Et j'aime bien. Mais il y a des trucs aussi avec les... Je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a des histoires de gens aussi qui vivent des fois dans les combles, cachés des familles, tu sais, puis qui sortent quand les gens se barrent. J'avais lu des trucs comme ça, d'histoires de... C'était glauque. Ou alors, quand t'as des caves, enfin bon, bref, c'est... Mais oui. En fait, c'est affreux et en même temps, merci d'avoir envoyé ce type d'histoire parce que c'est des histoires qui existent, qui sont vraiment flippantes pour le coup et qui vous sont déjà arrivées. Merci Marie d'avoir posé les mots. Oui, bah c'est vrai, on espère juste que ce monsieur est parti. Voilà, dans la lumière, certes, mais parti. Non, en vrai, c'est affreux. Et c'est un peu terrible quand on y pense. C'est un peu, tu sais, moi, je vais rentrer dans des sujets un peu deep, mais tu sais, c'est un petit peu comme les pédophiles qui sont en fait moniteurs de colo, ce genre de bail. Mm-hmm. En fait, tous les premiers criminels choisissent toujours le métier, le truc pour le pouvoir loup dans la bergerie. Ouais, c'est vraiment le loup dans la bergerie. C'est ouais, non, c'est à un moment, il faut une date de péremption à certains. Ouais. Non, non, là, c'est surtout que, enfin, en plus de ça, genre, le gars, il est pas méticuleux, quoi. Genre, tu sors, oui. nettoie, enfin, je sais pas. Ben, en fait, c'est ça. Tu fais pas griller ton truc, mais... Il s'est vraiment grillé comme un con, en fait. Mais déjà, le combo raciste, misogyne, non, mais... sans même qu'il mente sur le fait qu'il peut pas se déplacer. Bon. Là, déjà, le mec était problématique. Il avait suffisamment pour le laisser dans son truc, quoi. Avant même d'être vieux, le mec était déjà problématique. En parlant de trucs un peu glauques, je vais caler une petite reco culturelle, mais je pense que ça va un peu vous parler. J'ai regardé une série il y a pas très longtemps qui m'a un peu choquée sur Netflix. Ça s'appelle Le poids du show. Je sais pas si vous l'avez vu. Pour moi, c'est hyper glauque parce qu'en fait, c'est un reportage qui a été fait sur un show télévisé aux États-Unis qui s'appelle The Biggest Loser. Et le but du jeu, en fait, c'était pour des personnes en surpoids d'arriver dans cette émission et d'être la personne qui perdait le plus de poids. Oui, bon. Donc en fait, t'arrivais dans un espèce de camp où en fait, t'allais être coaché par des nutritionnistes, médecins et coachs pour perdre le plus de poids possible. Et à la fin, celui qui avait perdu le plus de poids gagnait un truc du style 500 000 $. Ah oui, quand même, ok. Ouais, c'est énorme. Ricain, ouais. Et en fait, le truc, c'est que évidemment, c'était une émission. Au début, personne n'y croyait. Mais en fait, à la fin, tu te rends compte que les mecs ont perdu genre 60 kilos au bout de 3-4 mois. Et donc, les transformations sont incroyables, ça change leur vie. Mais pas une histoire où plus tu perds vite, plus il y a de chances que tu reprennes. Et bien plus, sûr. Voilà. Et en fait, là est la raison pour laquelle ils ont fait un documentaire là-dessus, en disant, mais regardez, donc en fait, c'est hyper... Dans le teaser, tu vois ça, tu vois un gars qui gagne la première saison. Le mec, il perd 60 kilos.
Tu le vois 30 secondes après, en train de faire l'interview, le mec, il fait le double du poids de ce qu'il faisait au début du truc. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant quand on s'intéresse en fait, à tout ce que la société est capable de nous faire pour gagner de l'argent, y compris se mettre en danger de mort et en fait de mettre sa santé et physique et mentale en danger. Ambiance TCA, bonsoir. Non mais vraiment. Il faut vraiment par contre aller regarder, donc il ne faut pas regarder l'émission en elle-même, je ne vous la recommande pas de Biggest Loser, par contre je vous recommande vraiment le documentaire qui a été fait où il y a 3 épisodes qui s'appelle Le poids du show, où justement c'est vraiment une critique de cette émission-là qui est hyper bien faite. Et comme je disais à Simon juste avant, c'est des trucs, moi j'ai vraiment regardé ça sur mon tapis de marche, genre vraiment, c'est intéressant, enfin voilà. On avait la réflexion avec les équipes en off de dire que c'était vraiment le même logique que quand tu regardes les Miss et toi t'es vraiment genre comme ça, affaillé dans ton canapé dégueu en mode oh ça va, l'autre est un peu mieux. Ouais, non, c'est vraiment tu es le dindon de la farce dans cette affaire. C'est à peu près ça. Tu regardes The Biggest Loser avec ta pizza en mode il peut perdre plus quand même. Toi, en reco un peu glauque, tu m'as parlé d'une BD. Alors c'est glauque en fait c'est glauque parce que tu sais, enfin déjà il y a beaucoup de morts dans l'affaire, mais c'est surtout que tu ne sais jamais sur quel pied danser avec ce truc-là. C'est une BD que j'ai lue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La Terre Verte, donc la Terre Verte qui est le nom du Groenland, si vous ne le saviez pas. Et on suit l'histoire donc, de ce monsieur en couverture qui est un roi, le roi Richard III, qui a perdu une bataille, qui s'en est sorti blessé, et qui en fait devient qui cache son identité, qui devient mercenaire d'un évêque, si je ne dis pas de bêtises, qui est envoyé au Groenland. Voilà, au Groenland, l'Église n'a plus d'emprise sur le Groenland, c'est une colonie qui a été abandonnée. Tous ceux qui restent là-bas, des Européens qui ont été envoyés au Groenland, sont devenus des pouilleux un peu perdus, illettrés à moitié consanguins. Et donc l'Église envoie cet évêque un peu reprendre main sur la foi là-bas. Et donc Richard III, qui après avoir perdu sa bataille, se retrouve un peu en loose-dé mercenaire de l'évêque, arrive là-bas et se dit que ces gens un peu pouilleux, un peu miséreux qui sont perdus, ils sont manipulables et ils pourraient peut-être se servir de ce contexte-là pour se redonner du pouvoir, regalvaniser des hommes et éventuellement reprendre son royaume perdu. Ouais. Et donc c'est ça le principe. C'est une BD qui est un seul tome, qui est super bien écrite, super bien dessinée, c'est magnifique. Et en fait, toute l'histoire, tu jongles entre est-ce que ce mec est une ordure avide de pouvoir qui serait prêt à tout pour regoûter rapidement à son passé noble d'antan, ou est-ce que réellement il peut être une lueur d'espoir pour ces gens que tout le monde a abandonnés et toute la BD, tu ne sais pas. C'est une fiction ou c'est inspiré d'une histoire? Le vrai roi Richard III, a priori, est mort à la bataille. Ouais. Et là, la BD se dit, et s'il n'était pas mort? Et qu'en fait, il s'était planqué en tant que mercenaire et s'était retrouvé au Groenland. Et elle est super, ça se lit en quelques heures. Moi, je l'ai lu dans le train. Ah, mais t'en as déjà parlé? Il y a quelqu'un qui dit, regarde, j'ai offert cette BD à mon beau-père sur ta recommandation, Simon. J'en ai déjà parlé sur mon stream. Simon Booktalker. Et franchement, elle est exceptionnelle. Après, dans les BD que j'aime bien, il y a tous les Bablé aussi, c'est super si vous connaissez un peu les BD. T'aimes bien les BD? Je savais pas que t'aimais bien les BD. Ouais. Mathieu Bablé, c'est mon je sais pas comment on dit, BDiste, et mon comiqueur, je sais pas comment on dit. Ouais, comment on dit ça? Je sais pas, mon écrivain de BD préféré. Comment on Mathieu dit Bablé, c'est exceptionnel. Mais celle-ci est très très bien aussi, voilà. Elle est sortie il y a pas très longtemps, donc La Terre Verte. Purée, j'aime bien ces petites rocos, très sympa. On a avec nous maintenant un de mes moments préférés dans le bureau. C'est le responsable, tu sais, celui qui passe la petite qui enlève la poussière là à la fin, parce que de toute façon il fait que ça. Il fait que ça. C'est vraiment son seul travail. Qui nous laisse en fait une petite énigme, parce que du coup tu vois il faut qu'il s'amuse un peu. Donc il m'a laissé une petite note. Comme il écrit très bien, je vais vous la lire. On va faire un petit jeu ensemble, Simon et le chat. Donc, BDiste, ça se dit apparemment. Dessinateur, ouais, mais dessinateurs, ils sont auteurs des fois aussi. BDaste ou cartooniste. Eh bien, écoutez, c'est noté. Voilà. Chère Marie, c'est maintenant un rituel. Quelques jours avant notre rendez-vous mensuel, je me plonge dans les archives du bureau à la recherche d'une histoire vraie, incroyable. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une chemise datée de 1938, rangée à l'écart. Je crois qu'elle nous attendait. À l'intérieur, 2 articles. L'un jauni, visiblement tiré d'un vieux hors-série illustré de l'époque, l'autre plus moderne, mais sans date ni signature claire. Sans doute un extrait d'un blog ou d'un magazine scientifique aujourd'hui disparu. Tous deux évoquent une énigme venue du fond des âges, un poignard. Pas comme les autres, parfaitement conservé, d'une origine indéterminée. Un objet qui défie le temps et semble encore aujourd'hui gardé secret. J'ai attaché une photo à ce mot si vous voulez commencer à spéculer.
Alors, je vous laisse explorer ces pièces. L'un des articles évoque le mystère tel qu'on le comprenait à l'époque, et l'autre, peut-être, en éclaire une partie. Vous ouvrirez le premier, puis le second. Mais entre les deux, il reste de la place pour vos hypothèses. À vous de jouer avec toute mon amitié, le responsable du bureau. Bien, merci très cher responsable. Donc on a ce poignard, ouais, qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi il y a une vibe égyptienne, je pense que c'est la dorure. Ouais, c'est beau, hein. C'est pas mal, hein. Pas mal pour ouvrir du courrier. Écoute, j'aime bien. Alors, ça, c'est évidemment la révélation qu'on ne va pas se spoiler tout de suite. Donc ça, c'est l'histoire telle que nous l'avons, telle que nous la connaissions au tout départ. Alors, c'est parti. Les petits archéologues, là, dans le chat, let's go. Lorsqu'en 1922, l'égyptologue, très fort, britannique Howard Carter met au jour la tombe inviolée du pharaon Toutankhamon, le monde entier retient son souffle. Mais c'est au fil des années suivantes, alors que l'immense inventaire des objets funéraires progresse, qu'un objet plus discret attire l'attention, un poignard. Placé au niveau de la cuisse gauche du roi, sous les bandelettes, il avait initialement été omis des descriptions les plus médiatisées. Pourtant, lorsqu'il est extrait pour être dûment catalogué, sa singularité frappe immédiatement les conservateurs. Contrairement à nombre d'objets en métal de la tombe, rongés par le temps et l'humidité, la lame de ce poignard se présente dans un état remarquablement bien conservé. Si l'on peut déceler, en y regardant de plus près, quelques traces discrètes d'oxydation en surface, elles sont minimes, presque anecdotiques, et sans commune mesure avec les dégradations observées sur d'autres instruments découverts dans le même contexte. La lame demeure brillante, lisse, et conserve son tranchant avec une étonnante précision. Plusieurs observateurs notent que le métal semble étonnamment froid au toucher, même après avoir été exposé à la chaleur ambiante. Une particularité que certains attribuent à la densité de l'alliage, encore inconnue. Les analyses menées à l'époque ne permettent pas de déterminer sa composition exacte. Les outils scientifiques étaient encore limités. Le métal semble dense, à la fois dur et étonnamment résistant à la corrosion. Il ne ressemble ni au bronze, ni au cuivre habituellement utilisé à l'époque. L'objet soulève alors bien des interrogations. D'où vient cette lame? Pourquoi n'a-t-elle pas subi les outrages du temps? Comment a-t-elle pu conserver un tel éclat? Certains chercheurs suggèrent une provenance étrangère, peut-être hittite ou même mycéenne, mais aucune trace comparable n'a été formellement identifiée à ce jour. Si ces idées relèvent pour certains de la poésie, il n'en demeure pas moins que la lame reste, en 1938, un mystère non résolu. Aucune datation certaine de l'alliage, aucune preuve de sa provenance. L'objet est conservé au musée du Caire, dans une vitrine à part, où il ne semble ni s'altérer, ni perdre de sa froide beauté. Et toujours cette question en marge des carnets d'inventaire, pourquoi, parmi tant d'objets réduits en poussière, celui-ci a-t-il traversé les millénaires sans faillir ? Et donc, il y a une explication à la fin. On a une explication à la fin. Mais là, évidemment, notre but à nous, Simon, c'est de deviner. Et le chat, c'est de deviner pourquoi ça. Bah déjà, il y a un fourreau, mais je pense pas que le fourreau soit vraiment la raison pour laquelle... Moi, j'ai envie de dire que c'est un truc qui a été calé là, après. Est-ce que ça n'a pas été calé pour faire genre, effectivement, après l'ouverture? Et en même temps, je me dis, à l'époque, quand ils ont ouvert la tombe de Toutankhamon, il y avait des tonnes de journalistes, il y avait des gens, tout le monde a vu ce truc, En fait, au-delà de ça, c'est que je me dis, tu sais, il y a une histoire comme quoi, genre, même dans l'Égypte antique, les pyramides sont... Tu sais, il y a des fois, on dit que... Alors, c'est plus exact, et Charlie d'Angers aurait probablement eu de me tuer sur place si elle entendait ça, mais grave. Il y a une histoire du style, Cléopâtre est plus proche de nous qu'elle ne l'est des pyramides, ou tu sais, des fois, en fait, on se rend pas compte de à quel point l'Égypte antique est monumentalement longue. Oui, c'est très très long. Et donc, est-ce que c'est pas genre des pilleurs de la fin de l'Égypte antique ou des mecs comme ça qui ont lâché ça à la fin de la période et qui en réalité, ça n'a pas du tout été mis là, mais c'est quand même de l'Égypte antique, mais sur la fin de la période. Et tu vois, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils auraient mis un truc sans prendre le reste? Parce que s'ils pillent... En fait, Toutankhamon, elle n'avait pas été pillée, en fait, la tombe. Donc c'est ça qui est un peu fou. Il y a des gens dans le chat qui disent que c'est une météorite. Que ça a été fait dans une météorite. C'est pas bête, hein. C'est vrai. De l'obsidienne, ouais, peut-être. Conservé dans un truc étonnamment conservateur. Ah bah ça, là, on y est là. Il l'avait mis, t'as dit que c'était rangé où? C'était genre à côté de sa jambe? Ouais, près de sa cuisse, tu vois, sous les bandelettes, je crois, ou sous les bandelettes? Est-ce que c'était sous les bandelettes? Non, à côté de sa cuisse. Non, j'ai dit n'importe quoi, c'était pas sous ses bandelettes. Mais c'est encore un coup des aliens égyptiens qui ont créé les pyramides génératrices d'électricité. C'est Maître Gims, ça, c'est sa théorie. Ça, c'est... Ouais. C'est la théorie de Gims. Ça, c'est Gims. Non, moi, j'ai vraiment envie de partir sur un truc de... Ça a été calé là plus tard. Maintenant, pourquoi est-ce que ça a été calé là et pourquoi est-ce qu'ils ont un prix d'autre?
Bonne Putain, on va avoir. Est-ce que c'est pas un truc où genre ça... Mais non, mais en vrai ça a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'ils auraient mis ça là? Ils auraient refermé le truc et ils seraient barrés après. C'est ça, en fait. Pourquoi? C'est peut-être un symbole contestataire. Ils étaient en train de se dire. Ils arrivent là, puis t'as le petit de la bande, il a dit les gars, je crois qu'on fait une connerie là. Il dit ok, t'as raison Timmy. Ils ont refermé. Il y avait déjà un Timmy à l'époque. Ils ont refermé, on est en train de déconner les mecs. Et ils sont repartis, c'est peut-être ça, mais. Est-ce qu'on veut la révélation? Franchement, je pense que le métal était recouvert de poison. Bah non, mais du coup, ça serait du liquide, ça serait encore plus genre corrosif, tu vois. 42, la réponse c'est toujours 42, let's bien go. sûr, évidemment. Bon, moi, et ben. Moi, j'ai envie de miser quand même sur, effectivement, soit le mis plus tard, soit la météorite. Quelqu'un qui a dit ça, c'est vraiment malin. Ouais, et ben let's go. Vous êtes prêts pour le reveal? Ouais. Alors. Découverte en 1925 dans la tombe de Toutankhamon, la dague placée sous les bandelettes, donc sous les bandelettes du jeune pharaon, a longtemps déconcerté les archéologues par son état de conservation exceptionnel. Ni bronze, ni cuivre, ni or. Sa lame semblait n'avoir subi aucune altération ou presque, contrairement aux objets environnants. Faute d'outils adaptés, la composition exacte du métal est restée inconnue pendant des décennies, jusqu'à ce qu'une équipe de chercheurs italiens et égyptiens décide en 2016 de percer le mystère à l'aide d'une analyse non invasive par fluorescence X. Voilà. Leur conclusion. La dague est constituée d'un fer d'origine météoritique. Le chat, vous êtes trop fort. C'est quoi ça? Non mais vraiment. Mais attends, mais la lame, mais le fourreau et tout, c'est grave bien conservé aussi. Le chat, vous avez googlé, là, dites la vérité, vous avez demandé à ChatGPT, c'est ça? Purée, vous m'avez trahi. Cette révélation spectaculaire a été publiée dans la revue Meteoritics et Planetary Science. Le fer contient une concentration très élevée de nickel, environ 11%, ainsi que du cobalt, des caractéristiques typiques des météorites ferreuses. Plus encore, la répartition de ces éléments dans le métal correspond à celle d'un fragment bien connu tombé en Égypte, la météorite Karga. Ce qui passait pour une prouesse artisanale ou un objet exotique devient alors un trésor céleste. À l'époque de Toutankhamon, le travail du fer était extrêmement rare et encore plus celui d'un fer tombé du ciel. Le poignard atteste donc non seulement d'une maîtrise avancée de la métallurgie, mais aussi d'une symbolique puissante. Le fer céleste pouvait être vu comme un don divin et sa présence dans la tombe d'un roi n'a rien d'un hasard. Quant à son étonnante résistance à l'oxydation, elle s'explique en partie par la composition du fer météoritique et aussi par un vernis particulièrement épais appliqué sur la lame à une époque indéterminée. Peut-être lors d'une restauration ancienne, ce vernis a donné à la dague son éclat lisse et brillant, qui déconcertait tant les premiers conservateurs. Ainsi, le mystère est levé, mais la magie demeure. La dague de Toutankhamon est bel et bien un fragment de l'espace façonné par la main de l'homme, puis enterré avec un dieu vivant. En vrai, t'imagines la symbolique, t'es à l'Égypte antique. Il y a une météorite qui tombe du ciel, compte tenu de toutes les croyances tu vois, qui existent à ce moment-là, et les mecs taillent un poignard dedans. Ah bah, tu m'étonnes, mais en vrai, on aurait dû calculer avec le fait que c'est quand même avec un roi, en vrai, dans le fond. Vrai. C'est vraiment, c'est pas genre l'ouvre-lettre normal. L'histoire est dingue. Il y en a dans le chat qui disent que ça a été dit sur YouTube, et il y a quelqu'un qui dit ouais, c'est vraiment génération YouTube. C'est vrai qu'en vrai, on apprend tellement de trucs sur cette plateforme, mais... C'est vrai, rien qu'avec tes vidéos, Simon. Oh, arrête. Ah si, c'est vrai. C'est beau ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous avez déjà vu des chevaliers sur des chevaux faire de la joute au Canada? C'est bien. Tu vois, faut la promouvoir. Faut aller voir. Elle est bien. En vrai, j'ai eu très peur pour toi. Je me suis dit dans la vidéo, le mec va se faire disloquer l'épaule. Ouais, j'ai été filmer des chevaliers, les derniers chevaliers modernes au Canada qui font encore de la joute réelle avec des lances de sapin de 3 cm de diamètre et qui se fument. Et effectivement, à un moment, ils m'ont dit mais on va te mettre toi dans une armure, tu vas voir. C'est lourd ou pas? Ça avait l'air un peu lourd et en même temps, t'avais l'air à l'aise. En fait, c'est pas que c'est lourd, mais c'est juste que t'as vraiment comme ça, quoi. T'as pas vraiment la fluidité de mouvement, t'es vraiment restreint dans ce que tu peux faire. Par contre, à l'impact, quand ça vient te taper, tu sens que l'armure, elle prend tout pour toi, quoi. Et ça fait plaisir. Non, mais vraiment, les gars, je sais pas. Moi, ça me viendrait pas à l'idée, tu vois. Non, et en plus, dans cette vidéo, on a eu les autorisations ils ont été très gentils de nous les donner, de Vladimir Cauchemar et Apache pour utiliser une musique à eux, copyright normalement. Trop bien. À la séquence de combat finale, c'est Vladimir et Apache, c'est RIP la musique, ça fait trop plaisir. Voilà, regarde le contenu de Simon et Sikali, un petit banger de YouTube. Merci, allez, le chat. Simon, c'est le moment. Prends ta lettre et aussi prends tout l'amour du chat. Écoute, très intéressante en tout cas cette vidéo, moi j'ai bien aimé. Surtout pour les chevaux, je voulais voir les chevaux en fait. Et oui, les percherons des chevaux de trait. Simon, tu vas nous lire une nouvelle histoire. Numéro 5, envoyée par Mathilde. Allez, let's go. Hello Marie, j'espère que vous passez une bonne soirée. Comme ci, comme ça. Fais semblant. Fais juste semblant. J'adore ce qui se passe. Merci. Toi et ton invité.
Je voulais te raconter quelque chose qui s'est passé pendant mes vacances d'été. Non mais calmez-vous avec les vacances d'été. Il se passe toujours des bails, Et- en fait. Ce n'est pas trop une histoire qui fait peur, mais je crois qu'elle aura sa place dans ton émission. Cet été, je suis parti une semaine avec plein d'amis dans la Drôme. On était une quinzaine, l'idée c'était de profiter de la piscine, de faire des activités genre acrobranche ou laser game et de visiter un peu la région. Bon délire, entre potes, pour bien se ressourcer. En arrivant dans la maison qu'on avait louée, on a remarqué sur le chemin des panneaux indiquant une brocante. Alors, le 3e jour, on s'est dit qu'on allait partir à pied en mode petite balade d'après-midi. Nous voilà donc, à 4 ou 5, en train de suivre des panneaux au bord de la route, sans savoir où on allait ni à quelle distance il fallait parcourir. C'était finalement le live de Nico et Iliane en avance. Mais la balade était jolie. Il faisait bon et beau. On était ensemble, on riait, on discutait de choses importantes et de choses légères. On était heureux. Ouais, pas comme eux. C'est pas comme eux. Donc, c'est pas ça, en fait. Putain, on les embrasse, Bon, évidemment. courage, les gars, On les vraiment, embrasse, courage courage, de hein, franchement. Pardon, j'ai Ah ouais, complètement non. oublié le truc. Je pense qu'on a J'ai bien aimé. marché 1 heure avant d'arriver devant un portail en bois sur lequel se trouvait l'ultime panneau, brocante. Ah, On a- sympa. Ouais, c'est bon. Je sais pas si je serais rentré, mais on a poussé la porte timidement. C'était comme s'inviter chez des gens. Après quelques pas, on a vu quelqu'un assis sur une chaise sur sa terrasse, un vieux monsieur. On lui a demandé si on était au bon endroit, il nous a invités à continuer un peu plus loin dans le jardin et on a atterri devant une espèce d'énorme bric-à-brac, comme un long hangar, une ferme en métal, un entrepôt qui débordait d'objets en tout genre. C'est littéralement chez le père de Luciole. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement. C'est chez le père de Luciole. Franchement, il n'y avait rien de très intéressant dans cette brocante. Tout était hyper poussiéreux, il y avait des étiquettes avec des prix en francs, des toiles d'araignée parfois dans les allées. Bref, genre tu marchais entre 2 étagères, tu t'en prenais une dans... Je vais y arriver. Genre tu marchais entre 2 étagères et tu t'en prenais une dans le visage. Génial. Bref, ça donnait pas du tout envie. Le vieux monsieur était resté à l'entrée, il surveillait un peu, mais ne discutait pas trop avec nous. Mais bon, on était entre amis, l'endroit était un peu creepy, c'était quand même très drôle. Et puis, à un moment, j'ai aperçu une peluche dans un coin, elle m'a fait rire, alors je l'ai soulevée pour la montrer à mes potes. Et là, inscrit à l'arrière, sur une petite étiquette, j'ai vu le nom de mon parrain. Hein ? Un ami d'enfance de ma mère, j'ai cru halluciner, son prénom et son nom. Il faut savoir que moi, je viens d'Eure-et-Loire, que personne de ma famille n'a jamais mis les pieds dans la Drôme, c'est pas du tout un coin que je connais. Avec mes amis, on avait choisi d'y aller par hasard parce que la maison correspondait à nos critères. Donc vraiment, je m'attendais pas à voir quoi que ce soit qui puisse avoir un lien avec ma famille là-bas. Un peu sous le choc, j'ai hurlé à mes potes que c'était un délire. J'ai apporté la peluche au brocanteur pour lui acheter, et puis j'ai appelé mon parrain, qui n'a pas répondu. Normalement, il décroche toujours au téléphone. Au pire, il fait un petit message automatique, je te rappelle dans 5 minutes. Mais là, rien, juste son répondeur. Bref, Putain, trop bizarre. bizarre. Mais sur le moment, je suis passé à autre chose. J'ai pris une photo de la peluche avec son nom, je lui ai envoyé sur WhatsApp et on a continué notre fouille avec mes potes avant de repartir vers la maison. Quelques heures après, on était en train de préparer le dîner. J'ai reçu un coup de fil de ma mère. Elle était en larmes. Elle m'a annoncé que mon parrain est mort dans un accident de la route. Tais-toi. Cet après-midi, à peu près au même moment où j'avais découvert sa peluche. Ouais, mais c'est un Horcrux. Hein ? J'ai paniqué, je lui ai expliqué que j'avais essayé de l'appeler, qu'il n'avait pas répondu, que j'avais trouvé une peluche à lui dans un endroit absolument random. Elle ne comprenait pas tout ce que je disais, j'étais pas clair, on pleurait toutes les deux, j'étais immensément triste. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon parrain, j'ai rêvé que je lui donnais sa peluche, peut-être que c'était ma façon de lui dire au revoir, peut-être que c'était sa façon à lui de me dire au revoir. Je me suis réveillé triste, mais un peu apaisé aussi. Quand j'ai montré la peluche à ma mère, elle m'a dit qu'elle s'en souvenait très bien, que mon parrain l'apportait pour venir dormir quand il restait passer la nuit chez elle, et qu'elle n'avait aucune idée de comment elle pouvait s'être retrouvée dans cette brocante. Alors voilà, un jour, dans une brocante totalement bizarre, loin de chez moi, loin de ma famille, j'ai trouvé une peluche d'enfance de mon parrain, et lui est mort ce jour-là. Sans savoir, mais grâce à ce doudou, même s'il n'est plus là vraiment, il est encore avec moi. Merci encore Marie pour tout ce que tu nous partages, et merci d'avoir choisi mon histoire. Bah attends, c'est horrible. Elle me met les frissons, cette histoire. Et elle a trouvé littéralement un Horcrux. Je pense que son parrain est Voldemort. C'est terrifiant, Simon. Non, mais C'est terrifiant. j'avoue que c'est abusé. Toi, alors voilà, c'est quoi ton point de vue sur les... Parce que là, là, t'as vraiment 2 teams. T'as ceux qui se disent, ok, c'était un signe. Genre, en fait, il est mort et genre... Le hasard. Non, arrête. Non, ça suffit. Non, allez, stop. Je Le peux hasard pas total. entendre de coïncidence. C'est pas possible. Mais oui, mais je sais pas. Oui. Moi, Ah, ouais, moi, tu sais plus quoi moi, dire. c'est. Mais Ah là, oui, mais non, ah là. mais c'est du hasard. Ah C'est du hasard. Après, c'est juste que qu'est-ce que cette. Moi, le vrai truc, c'est qu'est-ce que cette peluche faisait là. Ben, tu sais, un vide maison, ça se trouve, leur grand-mère, sa grand-mère à elle était morte. Et puis, tu vois, des fois, t'as des gens, ils viennent vider les maisons pour les vieilles personnes, ils les foutent en Je sais pas. brocante. Attends, mais
une peluche Ouais, non, mais ça, par contre. qui a le nom et le prénom à l'arrière. Mais au-delà de ça, c'est surtout que, en fait, sa mère lui a dit oui, oui, c'est bien cette peluche, je la reconnais. Donc c'est même pas quelqu'un qui aurait pu s'appeler, tu sais, la coïncidence de dingue. Moi, je m'appelle Marie Lopez, il y en a 4 millions sur cette planète. La probabilité pour que le mec ait le même nom, on s'en fout, mais surtout que c'était la même peluche, donc c'était vraiment, elle a été reconnue. Ah ouais, je sais pas, c'est chaud. Ouais. Encore une fois, c'est toujours le doute suffisant, mais ça peut très bien être complètement du hasard, comme effectivement. Waouh. Mais non, par contre, juste la brocante où c'est juste. Mais en fait, il faudrait poser. Mais posons directement la question au principal concerné. Appelons le père de Luciole sur le champ. C'est peut-être lui qui avait là. Par contre, c'est vrai. Comment ça se fait que elle n'est pas demandée en fait au brocanteur? Enfin, d'où est-ce qu'elle vient cette peluche? Oui, c'est vrai. D'où vient la peluche? Enfin, comment vous l'avez récupérée? C'est un truc de fou. Souvent, je sais que les brocanteurs, c'est souvent genre, t'as quelqu'un qui vient de décéder dans ta famille, t'as pas envie de faire 10 000 annonces Le Bon Coin, t'as un mec qui vient, il est spécialisé. C'est ça, c'est vraiment des vies de maison. Il fait razzia, il te dit je vous en achète pour 6 000 balles, allez hop là. Putain. Donc ça doit être dans un truc comme ça, tu vois. Putain, mais c'est la proba. Moi, ça me. En fait, j'aimerais te dire, ouais, c'est une coïncidence. Et en même temps, je pense que les coïncidences, ça n'existe pas. Je me dis, il y a toujours un truc. C'est impossible. C'est trop bizarre. Comment tu rencontres. C'est un peu comment tu rencontres la personne comme ça, avec qui tu vas faire ta vie, à tel moment, tel endroit, tel truc. En fait, tu te rends compte que vous êtes déjà croisés 10 milliards de fois. En fait, il y a trop d'histoires comme ça. Et parce que le monde est petit. Oui, bah. Ok, Simon. Ok. Le monde est petit. Non, mais ça le monde est petit. Tu sais, t'as toujours. Et puis en vrai, on se rend pas compte aussi, je pense, de. T'as quel âge? J'ai 30 ans. Ben, voilà, je vais avoir 30 ans l'an prochain. En 30 ans, t'as le temps de croiser du monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je me dis, il y a un peu. Sauf si t'es introverte comme moi, mais ouais. Oui, mais t'as un métier public, t'as croisé tellement de gens qu'à un moment, t'as forcément vu machin qui a vu machin. Tu as raison. Tu sais que tu t'en rappelles pas, mais en vrai, j'aurais pu dire, on s'est croisés à une soirée du 1 million d'abonnés de Pierre Croche. J'avais commencé YouTube depuis 1 an. J'étais là-bas, moi? Je crois. Attends. Oui, je crois. Moi, j'avais été invité à l'époque complètement au pif et je m'étais retrouvé là-bas. C'était où? C'était au Perchoir. Oh! J'ai la vision. Oh, waouh! Et t'étais là? Et c'était en 2017. Pourquoi tu te souviens de moi? Je me rappelle pas de toi. Je sais plus, mais parce qu'à l'époque, t'étais déjà connu. Moi, je venais de démarrer. Et je me suis juste dit, oh, bah, il y a un Enjoy Phoenix. Et tu vois, et je me souviens qu'il y avait Kian Kojandi, il y avait pas mal de monde. Oui, il y avait du monde. Et en fait, tu vois, et c'est juste un truc de. Il n'y a pas de. Tu vois, et c'est pas un hasard, c'est juste que le monde est petit, on croise des gens, quoi. Non, mais regardez-le comment il est pragmatique. Non, mais franchement, c'est fou. Genre, demain, une histoire comme ça, elle t'arrive. Ok, mise à part, cette histoire-là, elle t'arrive. Oui. C'est quoi ton premier truc? À quoi tu penses? Tu te dis, coïncidence. Bah ouais. Oh, ça me tend. Elle est en train de devenir ouf. Oh, ça me tend. Mais présente-moi ta médium. Je vais l'appeler tout de suite. Non, mais attends, je suis tendue. Putain. J'avais en plus de ça un cadeau à te faire. Ah, ça y est, je vais être privé. Voilà, je vais quand même te le faire. Oh, en plus, il y a une grosse boîte. Pas grave, voilà, je vais quand même te faire ça. C'est moi où il a un peu pris l'humidité, là. Hein, ouais, alors en fait, il y a une petite. Faut que je te lise le mot du responsable. Ça a un peu pris l'eau. Chère Marie, ce paquet est arrivé, ou plutôt s'est échoué ici, au bout de plusieurs semaines d'errance. D'après mes informations, il a traversé le pays sans jamais arriver à destination. Mais il a laissé derrière lui des livreurs malades, des entrepôts évacués, et des sacs de courrier jetés par précaution. Personne n'a voulu le garder bien longtemps, et je comprends pourquoi. Alors, je me suis dévouée. J'en ai vu d'autres ici. Quand je l'ai récupéré, le carton était mou, imbibé d'un liquide un peu épais et dégageait une odeur que personne n'a su décrire sans grimacer. L'étiquette, rongée sur les bords, ne laissait subsister qu'un seul nom, un seul. Expéditeur Simon Puech. Ok. Qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as envoyé un truc dégueu. Le contenu, je sais ce que c'est. contenu n'est plus tout à fait à l'intérieur. Il s'est en partie répandu dans le carton, je sais ce que a noirci les rebords et semble avoir déclenché une sorte de réaction étrange avec de la colle. Je ne sais pas si c'était une blague, une expérience ou un oubli, mais tu es peut-être la seule à pouvoir percer le mystère. Je te conseille de l'ouvrir lentement et de garder une paire de gants à portée de main. Avec respect, curiosité et une légère inquiétude, Simon, je te rends ce colis. Je suis à peu près sûr de ce que c'est. Ah bah tiens, je te le laisse. Ça me dégoûte. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une super boisson je ne sais pas. Revigorante? Je ne sais pas, c'est toi qui l'as envoyé. Vendue par certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Si c'est ça, je comprends pourquoi la boîte est pourrie. Je ne suis pas au courant. Si c'est ça, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, regarde, il y a du moisi. On dirait vraiment ça. un truc qui vient de Jack Sparrow, là. C'est Pirates des Caraïbes. Pour que ça ait fait fuir les gens et tout, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de mort d'ailleurs. Est-ce que c'est ça? Alors là, je suis subjuguée. Bien sûr, c'était sûr. Ah, super. Du Biozin 2. Bien pourri.
pourri en plus. Du biozinc qui a bien vécu. Il a tué toute la faune et la flore. Du biozinzin, c'était sûr. Mais c'est normal que la boîte elle soit pourrie. Vous vous rendez pas compte de la dangerosité du biozinc. Ah non, mais c'est super dangereux. Ah non, mais là vraiment, c'est du biozinc 2. Voilà, c'est l'évolution. Oui, mais parce que c'est le biozinzin. Ah oui, c'est ça. La boîte, elle est détruite. C'est pourri, hein. C'est pourri. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la ref, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire du biozinc que moi, à titre perso, j'ai adoré. Je mets du le biozinc, c'est bon pour la santé. Oui, c'est bio. Le biozinc, c'est en fait, quand la loi qui encadre le métier de l'influence est passée en France, on s'est dit, moi j'ai constaté encore que des gens, des collègues youtubeurs et créateurs, n'étaient pas encore trop au fait parce qu'il n'y avait pas le collaboration commerciale, le publicité et tout. Et je me suis dit, mais en fait, les gens, la loi, elle est passée, mais bon, c'est encore un peu le Far West. Donc voilà, et au-delà de ça, de juste l'application stricto sensu de la loi, je voyais surtout encore des gens faire la promotion de tout et n'importe quoi. Souvent, on parle du milieu de la télé-réalité et tout. Et en fait, je tombais aussi sur la vidéo de 2 Anglais qui se sont amusés à voir s'ils pourraient faire vendre n'importe quoi à des influenceurs anglophones, à savoir qu'ils ont été ramassés du gravier dans l'équivalent d'un Jardiland en Angleterre et qu'ils l'ont envoyé en se faisant passer pour la NASA à des influenceurs anglais pour voir si les influenceurs anglais allaient mordre au truc et dire « Oh, la NASA m'a envoyé des pierres de lune » ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, putain, leur truc est drôle, leur concept est drôle, et en plus de ça, il y a la loi qui vient de passer en France, il y a peut-être un truc à faire. Donc on s'est dit avec Guillaume Natas, avec qui j'ai travaillé sur cette vidéo, on s'est dit, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire vendre un truc illégal à des créateurs de contenu, et on s'est dit qu'on allait faire du poison. Et donc en fait, le biozinc, c'est donc littéralement ce qu'on avait mis dedans, c'était de l'eau et du sirop de fraise. On a les ingrédients qui sont écrits dessus. Voilà, ça a donné cette vidéo-là. J'ai fait vendre du poison à des influenceurs. C'est génial. Il y a les ingrédients qui sont écrits en gros dessus. Et donc, les ingrédients principaux qu'on mettait en avant, c'était le chlorure de sodium, le saumon, le lion's mane, l'aloe vera et la fraise biologique. Le chlorure de sodium, c'est du sel. Le lion's mane, c'est un champignon qui se retrouve déjà dans plein de compléments alimentaires. L'aloe vera, c'est de l'aloe vera. La fraise biologique, de la fraise. Et le saumon, si vous le mettez simplement sur Google, juste saumon, vous verrez que c'est un agent neurotoxique infiniment plus mortel que le cyanure. Et grosso modo, si cette boisson énergisante, revigorante, avait vraiment existé avec ces ingrédients, tu l'ouvres, tu es instantanément mort. Dès que tu l'ouvres, rien qu'avec l'odeur. Le saumon, c'est quelques gouttes, l'odeur, le toucher, c'est fini, c'est terminé et dans d'atroces souffrances. Et donc, on a voulu voir si des créateurs de contenu, on leur envoyait ça en se faisant passer pour une agence, en disant que ça avait plein de vertus, bonnes pour la santé et tout machin. Ils ne vérifieraient pas, ne serait-ce que les 5 ingrédients écrits dessus. Est-ce qu'ils ont fait la promotion? Et effectivement, ça a mordu très, très, très vite à l'hameçon. Et donc, c'est le biozinc. Voilà, le biozinc 2. Mais, et alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, avec Guillaume, avec qui on a préparé la vidéo, on avait des bouteilles encore. Et du coup, j'avais dit sur Instagram aux gens, je vais vous faire gagner les bouteilles qui nous restent. Et donc, il y avait un concours où moi-même, il y a une photo de moi sur Instagram en mode le biozinc, c'est super. Et les gens ont commenté en dessous pourquoi est-ce que le biozinc, c'était exceptionnel. Et j'ai envoyé, je crois, les 15 ou 20 qui nous restaient. C'est très, très, très drôle. C'est le biozinc 2. En fait, c'est drôle et en même temps, c'est triste, tu vois. Parce que du coup, tu te dis, voilà où on en est. Voilà factuellement où on en est sur les réseaux, dans l'influence, et à quel point, en fait, je comprends aussi les gens qui peuvent plus faire confiance. En fait, le plus effrayant pour moi, c'était pas tellement ça, c'est qu'en fait, à la base, on l'a fait avec des influenceurs qui étaient donc des TikTokers et des Instagrammeurs qui avaient une audience aux alentours de 100 000 abonnés. T'as jamais drop name en plus, hein. T'as jamais drop name, hein. Non, j'ai jamais. Il y en a qui ont été grillés. Hein. Il y en a qui ont été grillés sur les 5. Il y en a 2 qui ont été assez vite grillés, qui ont fait des excuses publiques sur leur compte et tout. No way, ils sont encore actifs. Il y en a un qui a eu pas mal de lumière sur lui juste après la vidéo, mais personne n'a grillé que c'était lui. Bon, bref. Toujours est-il que donc, de fil en aiguille, ça faisait. En fait, pour moi, eux, c'était des créateurs qui, pour la plupart, je crois, n'avaient pas d'agent. Donc, ils faisaient un peu ça eux-mêmes comme ils pouvaient. Et ensuite, on s'est rendu compte avec Guillaume, avec qui on a écrit la vidéo, on s'est dit, bon, on va quand même la publier dans pas longtemps, mais en vrai, il manque quand même un pan, c'est les agences qui sont censées être ceux qui vérifient. En fait, ils doivent faire la première, le premier pas. Là, c'était entre guillemets, même si c'est déjà too much, mais entre guillemets un peu facile de s'en prendre à ceux qui n'avaient pas d'agent. On se dit, on va quand même aller au bout de la démarche, on va voir avec des agences. On en a démarché 4, je crois, ou 5, un truc comme ça, vite fait, dans la dernière semaine avant de publier la vidéo, histoire de voir quand même et ajouter ça à notre vidéo. Et sur les quelques qu'on a démarchés, il y en a la moitié qui ont répondu favorablement et avec qui on a eu des calls et qui étaient prêts à nous envoyer des influenceurs à des millions d'abonnés en reco pour le biozinc 2, quoi. Effaré parce que OK. Effaré, vraiment. Voilà, c'est effrayant. Écoutez, en tout cas, sachez que je n'ai pas été contactée pour faire la promotion de... Après, on a pris des créateurs de contenu de TikTok, Instagram aux alentours des 100 000. On n'a pas été chercher les mastodontes du game. Tu vois, on a aussi fait un truc où on savait aussi que ça avait des chances de mordre. Ouais, évidemment, après, ça reste du divertissement. Mais en même temps, c'est bien de faire aussi de la prévention, je trouve. Bien sûr. Voilà, il faut les regarder, les gars. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, cette vidéo, elle était vraiment sympa. Merci beaucoup.
Alors, Estelle nous a envoyé une longue lettre. Oula, on a 5 pages. 5 pages, petite lecture. Moi, je tiens quand même à préciser que les gens écrivent bien. Et je suis oui, c'est vrai que c'est bien rédigé. Parce que ça fait plaisir de voir des gens qui écrivent correctement. Voilà. Marie était trop chère. En fait, j'étais trop chère pour le bio. C'est ça le problème. C'est que, tu vois, ça n'aurait pas fonctionné. Chère Marie et chère invitée, j'aimerais te raconter aujourd'hui une série d'événements qui me sont arrivés lorsque je vivais dans un ancien couvent. Évidemment. En 2016, de retour d'Erasmus, je décide de poursuivre 2 années d'études en Auvergne. Mon budget est limité, alors je choisis de rejoindre une nouvelle colocation chrétienne qui s'ouvre dans un petit village proche de mon école. La seule condition pour y rentrer, être baptisée. Je le suis, mais je ne suis pas pratiquante. À mon arrivée, en septembre, on m'annonce que je serai la seule résidente jusqu'en février. Me voilà donc, valise en main, à 700 km de chez moi, devant un gigantesque portail d'époque, prête à découvrir mon nouveau chez moi. Le bâtiment est immense, en forme de L, avec 3 étages. On m'explique que les sous-sols sont inondés. Les canapés flottent dans la cave et que le dernier étage est interdit d'accès car il n'a pas encore été rénové. Il est resté dans son jus. Attends, j'aurais payé cher pour voir les canapés qui flottent dans la cave. Juste à côté, un autre bâtiment abrite des sœurs ayant fait vœu de silence. Oh, putain. Il m'est expressément demandé de ne pas leur adresser la parole. Oui, dès mon entrée, je sens que quelque chose ne va pas. Depuis petite, je suis sensible au paranormal et ce lieu dégage une lourdeur étrange. Pour rejoindre ma chambre, au 2e étage, je dois emprunter un gigantesque escalier de bois. Chaque soir, j'ai l'impression d'être observée. La cuisine, pourtant rénovée, a une étrange ouverture en hauteur, comme un petit tunnel qui semble traverser tout le bâtiment. Rapidement, l'inconfort devient peur. Le soir, j'entends des chaises racler le sol au-dessus de ma chambre. Je m'enferme dans la salle de bain et j'appelle mon copain qui entend aussi les bruits et s'inquiète pour moi. Un dimanche matin, je prépare un gâteau, je le mets au frigo et je remonte dans ma chambre. Quelques heures plus tard, je redescends et je découvre qu'une partie a disparu. Sur le sol, des empreintes de petits pieds nus, blanches comme de la farine, mènent jusqu'au frigo. Je sais pas ce qui se passe avec les sœurs, mais c'est un peu bizarre. Il y a eu qu'ils ont caché. Soirée poudre. Ce jour-là, je prends mon courage à 2 mains, je monte au dernier étage. Je me dis que quelqu'un y squatte peut-être. Je suis frappée par l'ancienneté de l'endroit. Tout est sombre, poussiéreux, avec des portes partout. La pièce, située juste en dessous de ma chambre, est très grande. Je vois un canapé, une chaise au centre, un bureau et de lourds rideaux épais. Je place la chaise contre le mur pour voir si elle va bouger pendant la nuit. Le lendemain matin, je la retrouve au milieu de la pièce. Gros courant d'air. Ambiance. Les semaines passent, les phénomènes s'intensifient. Je commence à faire des paralysies du sommeil presque tous les soirs. Parfois, j'entends comme un aspirateur devant ma porte, des coups discrets. Plusieurs fois, je me réveille avec les fenêtres grandes ouvertes alors que je suis certaine de les avoir fermées. En janvier, 4 prêtres retraités viennent habiter l'autre aile du bâtiment. Quand je leur parle de mes peurs, ils me répondent simplement que nous ne sommes jamais seuls et que si je me sens en danger, je peux toujours me réfugier dans la chapelle au rez-de-chaussée. Bon bref. En février, 2 colocataires arrivent enfin. Un quadragénaire très croyant et un jeune de mon âge. Eux aussi ressentent l'atmosphère lourde. Une nuit, j'entends le plus âgé crier dans le couloir « Arrêtez, ça suffit maintenant !» Wait, what? Un matin... juste en train de perdre une game de LOL. C'était ça. Le mec sur Valo. Un matin, au petit déjeuner, je décide d'aborder le sujet. Il me confie qu'il entend des enfants courir dans les couloirs au-dessus de sa chambre. Alors, nous décidons d'explorer le 3e étage ensemble. Derrière une petite porte, presque une trappe, nous découvrons une grande chambre dont la fenêtre ne se voit pas depuis l'extérieur. Les murs sont couverts de dessins d'enfants. Dans d'autres pièces, des malles remplis d'objets, des photos et surtout des lettres jamais envoyées. Elles proviennent d'enfants ayant résidé dans le bâtiment pendant la guerre. Leur père au front, leur mère à l'usine. Ils décrivent des scènes d'horreur, parlent des prêtres qui s'occupent d'eux et supplient leurs parents de venir les chercher. La dernière salle est la plus troublante, immense, entièrement couverte de suie. Le parquet, les murs, les fenêtres, tout est noirci, comme après un incendie. On y trouve une caméra Super 8, des bouteilles d'alcool, des vêtements d'enfants. Après cette découverte, nous contactons l'évêque du village qui gère la colocation. Il refuse de nous parler. Peu après, l'étage est fermé pour rénovation. Mais les phénomènes continuent. Le soir, depuis la cour, nous voyons parfois la lumière de ma chambre s'allumer et s'éteindre toute seule. Quand je quitte la colocation en mai, je suis terrorisée mais surtout soulagée. En prenant l'ascenseur réservé aux prêtres pour descendre mes valises, il me conduit 3 fois de suite directement au 3e étage, là où il n'est pas censé aller.
Une fois, mes bagages chargés dans la voiture de mes parents, je ressens un immense soulagement. J'ai l'impression d'être enfin libre. Plus tard, j'ai appris que ce lieu construit vers 1890 a servi de monastère pendant la Première Guerre mondiale. Des prêtres y accueillent des enfants de la région, mais les auraient gravement maltraités. Il ferme ses portes vers 1970. Des années plus tard, un riche notable de la région le rachète. C'est Bétaram en fait. C'est Bétaram, je crois. Hein. À sa mort, en 2008, il en fait don à l'église et en 2016, ils y lancent la colocation chrétienne. Déjà, la colocation chrétienne, bref. Le village, très ancien, porte encore les cicatrices visibles de la guerre. Et dans ce lieu chargé d'histoire, parfois sombre, souvent oublié, je ne souhaiterais à personne d'y vivre. Flippant. Trop de trucs flippants. Mais ils auraient pas... faut aller développer les films du Super 8, là. Il dit qu'il y avait des... Oui, ils ont... Après, peut-être qu'il n'y avait pas de, pellicule. Par contre, en fait, il y a trop de trucs flippants dans cette histoire. Le couvent, les prêtres et les enfants. Le fait que ça soit une colocation chrétienne. Enfin, ça se fait pas mal. Je sais que j'avais été là cet été à Rocamadour pour voir un peu me balader. Et il y a beaucoup des fois dans la chrétienté, ils font des colloques, que ce soit dans les lieux de pèlerinage ou les machins et tout. Donc bon, ça, je suis pas choqué de la colocation chrétienne. Mais bon, après, je pensais que c'était vraiment quand tu étais pratiquant et que genre juste baptisé, ça suffirait pas. Qu'il fallait quand même te plier un peu à la messe le dimanche, ce genre de trucs. Écoute, rien que moi, pour avoir été dans une école catho et avoir fait tout mon cursus scolaire dans des écoles privées catho, j'ai été obligée à un moment donné, tu vois, de... T'as fait ton catéchisme et tout ? Ouais. Moi, j'ai fait baptême, communion, confirmation. Ah ouais, t'as tout eu. Ouais. On avait la messe le dimanche, un dimanche par mois, obligatoire. Ah ouais, c'est bien. C'était... voilà, j'ai pas les mots pour dire. Petit drip quand même. Vous aviez la robe noire et tout là ? Non, faut pas abuser quand même. Je sais pas, c'est... Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire, le chat ? Moi, en vrai, tu disais que toi, t'étais pas très à l'aise de toute façon dans tout ce qui était église, couvent. Tu vois, il y a peut-être... Il y a des trucs, moi j'aime bien. Alors, si je peux vous le conseiller, puisqu'on est dans l'ambiance église, couvent et tout, j'avais trouvé un staycation à l'abbaye de Fontevraud. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'intéresse, ça. Et c'est exceptionnel. Fontevraud, c'est une abbaye qui est un peu dans la région de la Loire. Et c'est sublime, en fait, il y a un hôtel à Fontevraud, donc dans l'abbaye. Et quand tu y dors, l'abbaye qui est ouverte la journée, la nuit, jusqu'à genre 1h ou minuit, il l'ouvre aux résidents de l'hôtel. Sauf que dans l'hôtel, il y a genre 20 chambres. Ce qui fait qu'en fait, tu peux te balader dans l'abbaye vide. Oh, waouh. Pour toi. Oh non. Non, mais c'est exceptionnel. Écoute-moi bien, Marie, c'est... Mais tu l'as fait ? T'as dormi là-bas ? Ok. Et en fait, bon, comme c'est un lieu touristique, il y a des éclairages et tout, mais juste d'avoir cette abbaye gigantesque pour toi... En plus, ça a été une prison à un moment pendant, je crois, la Première Guerre mondiale ou un truc comme ça. Mais moi, je vais faire une enquête paranormale là-bas. C'est pas normal. Je crois qu'il n'y a rien de paranormal là-bas, mais il y a une ambiance de nuit dans cette abbaye. Et en plus, l'abbaye de Fontevraud, voilà, elle est sublimissime. Ce que tu vois là en bas, qui ressemble un peu à un mini Sacré-Cœur, c'est les cuisines. Et là-dedans, il y a une résonance exceptionnelle. Bref, cette abbaye est folle. Et je vous dis, quand vous dormez à l'hôtel qui est derrière, là-bas au fond de l'image, derrière qu'on ne voit pas, déjà, l'hôtel est Zugakali. Et en plus, ça, quand vous dormez à l'hôtel, c'est ce que je te dis, tu peux rester le soir, là où elle est fermée aux visiteurs. Et l'ambiance, c'est exceptionnel. Bon, c'est bon, je vais booker un week-end. Ça pourrait te réconcilier avec les abbayes de nuit. Écoute, tu viens de me le vendre correctement. Ah, c'est super. Et j'ai envoyé Rivenzi qui a trop kiffé. C'est vrai ? Ouais. Ah bon, bah voilà, c'est bon. Si tout le monde y va, ça va être le lieu de pèlerinage de tous les streamers. J'adore. Allez, le lieu de pèlerinage, on y va, c'est parti. Simon, est-ce que tu as déjà eu une histoire que tu voudrais nous raconter qui t'a fait vraiment peur ? Genre un moment dans ta vie qui t'est arrivé où tu t'es dit, ok, là, alors, c'est bon. Il n'y a rien de paranormal, mais ça nous avait mis un bon coup de pression avec des potes qui s'en rappellent aussi comme moi. En gros, dans mes études supérieures, tous les ans, on allait faire 2 mois à l'étranger, des échanges et tout, voilà, et on partait en groupe de potes. Ok. Et l'année où on a fait 2 mois à Stockholm, on s'est fait un road trip durant les 2 semaines de vacances qu'on avait au milieu en Norvège. Et donc, il faut s'imaginer, on est 2 voitures, on est en road trip, on est 7 au total, je crois, 7, 8, 7. Et à un moment, on est dans un bled dans les fjords norvégiens, donc il faut s'imaginer vraiment des énormes montagnes, des falaises avec de l'eau partout, c'est très beau les fjords. Et on est à un bled qui s'appelle Isfjorden, c'est perdu au milieu de nulle part. Et ce jour-là, on va visiter un autre bled qui est à quelques heures de route, qui s'appelle Alesund. On fait toute la journée à Alesund, et puis le soir venu, on décide de rentrer à Isfjorden dormir. Et comme je te dis, les fjords, c'est des montagnes, de l'eau, des montagnes, de l'eau, des montagnes, de l'eau. Ouais. Donc il n'y a pas de route qui va vite, c'est que des routes assez sinueuses. Alors c'est la Norvège, c'est un pays riche, c'est très bien entretenu, mais
C'est que des routes bien entretenues. C'est pas mais la c'est grande autoroute, quoi. Des tunnels, des ponts, des tunnels, des ponts, et mm. surtout très, très, très peu fréquentés. Ouais. Il y a quasiment personne. On part, la nuit tombe, on roule, 2 voitures, encore une fois. On arrive devant un premier tunnel, il y a 3 heures de route. Au bout de 2 heures, donc il ne restait plus qu'à 1 heure de chez nous, on arrive devant un tunnel qu'on avait passé à l'aller, et il est fermé. Et il y a des mecs qui sont en train de faire du BTP devant. Ils nous disent « Ah, bon, nous, pour celui-là, on peut peut-être vous laisser passer par un chemin détourné. » Mais il y a un autre tunnel ensuite. Et là, je ne suis pas sûr qu'ils vous laissent passer. Pareil, ils sont en train de faire des travaux dedans. Ils nous font faire le tour. On arrive devant cet autre fameux tunnel, et de suite, on se met devant, je descends de la voiture parce que c'est moi qui parlais le mieux anglais, et je vais voir les mecs qui sont en tenue de chantier et qui sont en train de bosser et tout. Je leur explique, je leur dis voilà, vos collègues quelques kilomètres plus tôt nous ont laissé passer, et nous on aimerait passer, on est à Isfjorden juste derrière, c'est vous le dernier obstacle pour qu'on puisse rentrer faire notre nuit. Il doit être minuit et demi, 1 heure. Putain, déjà, flemme un peu, tu vois, t'as un peu t'as envie de rentrer, désolé, t'en as marre pardon, et tout. c'est bon. Et ils nous disent, bah, écoutez, c'est pas compliqué, en fait, on fait péter des pains de C4 à l'intérieur, donc vous allez pas passer, quoi. Et ils nous disent, par contre, on fait une ouverture à 5 heures. À 5 heures, on va laisser passer des voitures. Il n'y a aucun chemin alternatif qui ne prend pas 6 heures. Tu vois, c'est vraiment, il n'y a que par là où il faut passer. Ouais, donc c'est foutu, en fait, tu vas passer la nuit là, quoi. Vraiment, il faut s'imaginer les fjords, pas une lumière à part celle de la Lune. Il n'y a rien. T'es vraiment, c'est un peu ambiance Alan Wake pour ceux qui ont la référence du jeu. Wow. C'est de la forêt, de l'eau, et voilà, 2-3 villages un peu perdus, c'est tout. Et pendant que je suis en train de discuter avec le mec qui gère un peu le chantier dans le tunnel, je vois un pick-up un peu miteux qui vient se mettre derrière nos 2 voitures de notre road trip, qui reste genre peut-être 20 secondes, et qui fait demi-tour et qui se barre. Ok. Bon, moi, je suis en train de discuter avec le gars me dit, bon, bah, en tout cas, revenez à 5 heures et tout. Tu t'es dit, le mec, enfin, il s'est oui, non, mais juste, j'ai fait ça, je vois qu'il y a une autre voiture qui arrive, ouais. je me retourne, je continue de parler avec le mec me dit, bon, voilà. Je vais voir mes potes qui étaient restés dans les voitures, et ils me disent, alors, je dis, ben voilà, il y a un passage à 5 heures, c'est pas possible, faut qu'on se trouve un endroit où dormir jusqu'à 5 heures, on a 4 heures à attendre. Ouais. Ils me disent, ok. On fait demi-tour, on roule, et puis on trouve une espèce d'aire industrielle au bord de l'eau, avec vraiment, faut s'imaginer 2-3 hangars, 3-4 engins de chantier et du gravier. On se met là, on se gare à côté d'un bâtiment. Déjà, ton truc, c'est vraiment le début d'un mauvais film. Ouais, et vraiment, encore une fois, pas de lumière. Ah non, purée. On se met là, on se gare et tout. Je descends de la voiture pour aller voir mon pote qui conduit celle d'à côté. Je dis, c'est bon, ça vous va et tout. Là, on voit, il fait, ouais, pas de souci. Mais on fait quoi pour le pick-up? Je dis, comment ça, on fait quoi pour le pick-up? Et il me fait juste ça. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, parce que j'étais sur mon tel et tout, à peut-être 30 mètres devant nous, sur la même aire industrielle au bord de l'eau, le pick-up qui avait fait demi-tour derrière quand j'étais en train de négocier, plein phare, devant nous, moteur allumé qui bouge pas. Et vraiment, il est à 30 mètres devant nous, genre plein phare. Et il fait rien. Et il fait rien. Et on voit pas qui y a au volant, on voit rien et tout. On se regarde, on fait... Ouais. Et là, tout le contexte de 1 h du matin, Norvège, au milieu de nulle part. Ouais. Oh là le là. mec, il a fait demi-tour derrière nous. Non. Et le pire, c'est qu'il vient pas nous voir. Il vient pas juste voir et tout. Ouais, les gars, je sais pas par où passer ou quoi. Non, juste, il est là, il bouge pas, plein phare. Et là, tout se met dans tête, tu vois. Ouais, puis en plus, en fait, quand t'es avec tes potes, tout le monde se monte la tête. Voilà. T'es là, genre, c'est quoi ce mec? Exactement. Oh là là là. Donc là, là, on se dit, là, là, bon, est-ce qu'on va lui parler? Personne. Qui y va? Personne. Qui se dévoue? On va pas parler à ce mec. Oh À tout non. moment, il parle pas bien anglais, on sait pas. Et tout. On se dit, on a une strate de débile. Mais en vrai, qui est pas si bête. On se dit, on est 2 voitures, il est tout seul. On va juste split. Et puis si on a une voiture qui meurt, il y a une voiture qui meurt. Bah mais voilà. on va juste, Ouais, on va juste être split dans la bonne voiture. et on va voir ce qu'il fait. Très bien. Donc là, on remonte dans nos voitures. Lui, il ne bouge pas. La scène dure peut-être 3, 4, 5 minutes. Le gars ne bouge pas. Et là, on démarre et on se sépare. Et lui ne reste au même endroit, plein phare. Il bouge pas de l'air où il était. Tu vois. Nous, avec la voiture dans laquelle j'étais, on va se mettre à 200-300 mètres. On avait encore une visu lointaine sur l'espèce de petit chantier là, voilà, au bord de l'eau. On se met dans un endroit dans la pénombre, comme ça. Non, mais jure. Comme ça et tout, on bouge pas. Et là, on voit la voiture de nos potes qui se barre au loin. Voilà. Et là, les pleins phares qu'on apercevait encore de là où on était juste avant, qui s'éteignent. On fait OK. Là, on est vraiment comme ça. On ne bouge plus. Le mec, il voulait être tout seul, en fait. Je sais pas. On bouge plus. On attend. Il s'écoule peut-être genre 10 minutes. On rappelle nos potes. On fait, ouais, les gars, il vous a suivi? Non. Il est venu vers vous? Non. OK. Ils nous disent, vous avez vu quoi? On fait, ben nous, on le voit plus. Il n'y a plus de lumière sur l'endroit où on était, le chantier et tout, machin. Bon. Revenez. Donc là, nos potes qui étaient partis à Perpète et tout, voilà, l'autre voiture revient. Et en revenant, il repasse devant l'espèce de petite aire de chantier. Ouais. Plus de pick-up. Ils viennent se mettre à côté de nous. Et là, on se met voiture côte à côte. On se met comme ça. On ne bouge plus.
Et on se dit, on met réveil à 5h, à 5h, on s'arrache. On commence tous à s'endormir. Et là, bon, ça, il n'y a rien de flippant, mais on entend des bruits de pneus, mais genre maxi énervés qui dérapent partout dans la montagne. Ça, je l'ai appris plus tard, mais en fait, comme c'est des routes très peu fréquentées et très sinueuses, il y a plein de mecs qui viennent faire du drift par là. Ah. Donc, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai appris ça plus tard. Mais là, à ce Mais dans moment-là, ta tête, tu t'es dit, à ce moment-là, lui, j'entends c'est un des fou. dans tous les sens et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? 5h du matin, le réveil sonne. Dingue. On repart devant le tunnel. On était les 2 seules voitures. Et là, ils nous laissent passer. Et on rentre chez nous et tout se passe bien. Dans le fond du fond, quand tu mets un peu de cartésien, Oui, c'était sûrement un mec qui savait pas par où passer. Il s'est dit, peut-être que eux, ils savent par où aller, je vais les suivre. Et quand il a vu les voitures se splitter, il a dû se dire tant pis. il a dit tant pis. Mais nous, dans tout le contexte, Ouais. on était en mode, viens En vrai, nous je parler, comprends. mec, tu vois. Et en même temps, je sais pas si moi j'aurais autant flippé parce que je pense que j'ai cette espèce de stéréotype que dans les pays scandinaves, il va rien se passer, tu vois. Ouais. Je sais pas, genre ça me stresse pas, tu vois. Genre je me dis, Je te dis, on a tous sympa eu ce là-bas, truc. tu vois, ça va bien se On passer. était 7-8, on a tous eu ce truc de, c'est chelou quand même. Ouais, ça se trouve, tu vois, les gens ils disent, ça se trouve, le mec il se préparait juste à dormir et tout. Et... Mais pourquoi il est parti? Ouais, par contre, c'est vrai. Oui, oui. Quand on est repassé devant l'air, il était plus là. Ouais, pourquoi en plus il a enlevé les phares au moment où Et vous lui, êtes parti Lui, il n'est pas allé demander au gars du chantier à quelle heure ça rouvrait et tout, tu vois. Donc pourquoi est-ce qu'il s'est juste mis devant nous, éteint ses phares? Enfin, en tout cas, reste allumé après. trop bizarre. Parce que lui, il n'avait pas l'info. Ou en tout cas. T'imagines? C'est vrai, ça se trouve, en fait, lui, il a peut-être eu peur aussi de vous. Hein. Oui, bah oui. En vrai. Bah, ça se trouve. Mais T'imagines, le mec, il a dû voir deux voitures, il s'est dit, c'est ça, c'est les ça se trouve, Yakuza. il y a, Ça, c'est un coup de il y a Yakuza. un bureau d'être oublié en Norvège. Ouais, Le mec, il est en mode, cette fois-ci où j'ai croisé 8 personnes, j'ai eu très peur. ils sont partis, j'ai cru qu'ils allaient me faire un guet-apens. Voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est la fin de ma vie. Ça se trouve, en fait, il y a un multivers dans lequel c'est j'avoue arrivé que au gars. la seule anecdote, en tout cas, qui a une dimension horrifique où je me suis dit, là, c'est chaud, c'était là. Après, il y a eu d'autres trucs dans des voyages en Afghanistan, en Syrie et tout, mais c'était pas horrifique, c'était juste stressant. Ouais, c'est Mais là, il y avait un délire un peu de nuit flippant. Je comprends, purée. Ça fait vraiment peur. Hein. De toute façon, t'en as une autre? Ça n'est pas une autre, mais dans le mood un peu aura badante, pareil, toujours le même contexte, road trip avec des potes durant nos voyages à l'étranger. De toute façon, les road trips, par essence. Oui, il y a un petit côté un peu mystérieux. Ouais. On se retrouve dans le Michigan, vraiment au milieu de nulle part dans le Michigan. Et on avait loué un énorme chalet au bord de l'eau, dans un lac, tu vois. Et le premier bled le plus proche, il était genre à 3 heures, un truc comme ça. Et pas à 3 heures, à 4-5 km, pardon, autant pour moi, je dis n'importe quoi. Donc, si tu veux, on est assez seul au milieu de nulle part. Et moi, j'avais chopé la chambre qui était au dernier étage du chalet, avec 2 énormes façades en baie vitrée qui donnaient sur dehors. Et en fait, de nuit, c'était juste un rideau noir. Genre, il n'y avait pas, rien. Oui. Et c'est pas flippant, mais ce truc-là, je me suis couché 3 soirs dans cette chambre-là, de la fenêtre, c'est un mur noir. Ouais, non, ça c'est flippant. Bon, il y a quand même un peu un truc. Ouais, ça c'est flippant. En vrai, ça je comprends. Il y a juste des situations comme ça qui te mettent mal à l'aise. De toute façon, dès que t'es dans la nature et que t'as pas... C'est con, mais tu sais que le fait qu'il n'y ait pas de lampadaire dans certains endroits en France, moi ça me terrifie. Genre, je suis en mode, mais putain, mettez des lampadaires, genre ça suffit maintenant. 3 heures pour faire 3-4 km. Oui, écoutez, vous savez pas. Je vous rappelle qu'il s'est fait les croisés, en fait. C'est vrai. Donc arrêtez de critiquer. J'ai voulu dire 3-4 km, mais oui, non, il n'y avait rien à 3-4 km quoi, de route. Enfin, à moins de 3-4 km de route. Mais ouais, tu vois, les road trips, c'est tellement un truc propice aux trucs bizarres. Mais oui, c'est clair. De toute façon, il se passe toujours des trucs bizarres dans les road trips. Et moi, je l'ai fait, je m'en suis rendu compte, en fait, parce que là, tu sais, quand on fait nos enquêtes paranormales, on prend des vannes aménagées. Ouais. Et rien qu'en fait, le fait d'être dans un van aménagé sur le bord d'un endroit que tu connais pas, à côté de châteaux un peu chelous, on a fait ça dans la forêt de Brocéliande, je peux te dire que j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais bon, c'était quand même sympa. J'en garde un bon souvenir, en tout cas. Qu'est-ce qui est en multiplat? Mais oui, la multiplat, évidemment. C'est encore plus sympa pour faire des road trips. On est sur la dernière histoire, Simon. Oh là là. Non, mais vraiment, ça passe trop vite. Cette histoire nous a été envoyée par Chloé. Alors, c'est parti, accrochons-nous. Coucou à toi, Marie, et à ton invité. J'ai récemment regardé la dernière vidéo des lettres oubliées avec l'histoire du tableau et du petit garçon qui pleure. Tu connaissais cette histoire ou pas? Non. Elle dit, je connaissais cette histoire grâce aux réseaux sociaux, mais le plus dingue, c'est que je l'ai vécue. Alors en fait, cette histoire, je vous la raconte vite fait pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte dans certaines brocantes qu'il y avait toujours cette espèce de tableau en fait avec un enfant qui pleure, tu sais pas trop pourquoi. Et en fait, il est assez glauque le tableau, plutôt triste. Et en fait, les gens le retrouvaient toujours. Enfin, tu l'achetais, tu le mettais chez toi.
tu vois, et c'était en Angleterre, je crois. Bref, et les gens l'achetaient, ils le mettaient chez eux, mais c'est hyper glauque. T'as genre un tableau avec un enfant qui pleure. chiale, ouais. Et en fait, on avait raconté une histoire où ce tableau ne faisait que tomber chez la personne en question, comme si le tableau était un peu maudit. Et en fait, en faisant des recherches, tu te rends compte que c'était un artiste un peu... voilà. Et que ça a Il faisait été des enfants qui édité pleurent. plein de fois. Et ouais. Et donc voilà, cette histoire, elle était un peu flippante. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, les amis. De toute façon, elle est effectivement dans un des derniers BLO. Alors, apparemment, c'est arrivé... Ah bah voilà, c'est ça, voilà. Alors, c'est pas exactement celle-là, mais je crois que c'est un qui ressemble. C'est un peu la vibe. C'est un peu la vibe, un peu glaucos, comme tu peux t'entendre. Petite ambiance. Oui, en fait, on garde des souvenirs de nos invités. Ouais, je vois ça, il y a des trucs. On gardera le biosin, Ah bah biosine. carrément, le biosin. Biosine, comment tu... Biosin, parfait. Eh bien donc, j'ai regardé cette dernière vidéo et je connaissais déjà l'histoire grâce au réseau, mais le plus dingue, c'est que je l'ai vécu. Quand j'étais petite, j'allais souvent dormir chez ma mamie. Je dormais dans une chambre où, face au lit, il y avait un tableau légèrement caché avec un autre cadre, avec des photos de famille. Un jour, j'étais avec ma cousine et nous regardions les albums photos quand j'ai vu le tableau. Il m'a interpellée car, en réalité, dans cette chambre, on se sentait très mal à l'aise. Sur ce tableau se trouvait une petite fille qui pleure, un vrai copier-coller du célèbre petit garçon, mais version fille. Quand mes cousines venaient dormir, elles ressentaient comme une obligation de cacher le tableau. Moi, je ne comprends pas mettre un tableau comme ça dans une chambre d'enfant, mais bon, bref. Ce jour-là, je me suis donc concentrée sur ce tableau. J'ai raconté son histoire à ma cousine, qui s'est empressée d'en parler à ma tante. Ma tante baigne dans le monde du spirituel. Elle a donc fait des recherches, ce qui a alerté ma grand-mère. Ma mamie ne connaissait pas encore cette légende, mais elle nous a dit avoir trouvé ce cadre il y a plusieurs années devant la maison d'un ancien ami. Ma mère, en entendant le nom de cet ami, a réagi et a dit « Mais sa maison a pris feu. » Oui, parce qu'il y avait cette histoire-là que dès qu'il y avait ça dans une maison, la maison prenait feu. Ok. Les assurances sont au courant? On devrait peut-être les... T'imagines, ils ont un truc, reward, ouais, disait, genre dans le bureau. Prenez en genre, photo, si vous voyez ça, n'assurez pas la maison. Voilà, c'est ça. L'enfer. Et ma grand-mère a poursuivi. Oui, je l'ai récupéré peu après. C'était les seules choses qui restaient de l'incendie. Il n'en voulait plus, alors je l'ai pris. Non mais voilà. quoi? Je sais pas, moi je sais pas. Choquée, ayant toujours suivi l'histoire du tableau du petit garçon, je n'y croyais pas. Quelle coïncidence. Ma tante a donc pris le tableau et l'a déposé devant les poubelles de la maison. Le lendemain matin, le tableau n'était plus là, mais les poubelles n'étaient pas encore passées. Quelqu'un l'avait-il récupéré? On n'en savait rien. Enfin, on pensait que non. Un mois plus tard, une maison voisine a pris feu. C'était une vraie catastrophe. La maison a été complètement détruite peu de temps après. Seul un côté avait été épargné. Et je pense que vous vous en doutez, en voyant les photos, on est resté les yeux grands ouverts en découvrant le tableau intact. On a les photos? Coïncidence? Encore? Je ne sais pas si on a les photos, je crois pas qu'elle nous en a envoyé. La maison est désormais détruite, rien n'a été sauvé. Le tableau, je ne sais pas où il est parti. Avec le reste? Peut-être. Enfin, je l'espère. Il y a peu de temps, l'histoire est revenue lors d'un repas de famille. En y repensant, ma grand-mère a toujours été un peu étourdie. Mais elle avait souvent des petits accidents, surtout avec le feu. Laisser le gaz allumé, oublier quelque chose dans le four ou allumer les plaques en y laissant des objets inflammables. Ma mamie, il faut faire attention. Cela avait même conduit à l'installation d'alarmes incendie partout dans la maison, qui ont sûrement permis d'éviter beaucoup d'accidents. On peut se dire qu'il n'y a rien d'alarmant, mais depuis que ce tableau n'est plus là, bizarrement, ma mamie n'a plus eu de soucis de ce genre. Enfin, du moins avec le feu. J'ai toujours deux questions qui tournent dans ma tête. Si on n'avait pas jeté ce tableau, serait-il arrivé quelque chose à ma mamie? Et la plus intrigante, ce tableau se déplace-t-il encore de maison en maison en y laissant sa signature ou a-t-il disparu pour de bon? En fait, exactement les amis, on a eu cette histoire, en fait on a parlé de cette légende parce qu'en fait on avait un peu débunké. D'ailleurs, est-ce que c'était pas avec Ava? Vous me direz dans l'oreillette, il me semble que c'était avec Ava, je sais plus avec qui c'était. Où justement, en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait un espèce de truc inifugé sur ce tableau. En fait, la peinture qui était utilisée ne pouvait pas prendre feu. La raison pour laquelle il restait toujours intact malgré les incendies. Et les incendies qui sont globalement soit une coïncidence, soit un attrait à ce tableau. Mais c'est rigolo d'avoir... Enfin, rigolo, non. Mais avec Charlotte, voilà. des gens te disent. C'est fou. C'est comment? C'était avec Charlotte. Et apparemment, tu vas te faire raid. Ah, c'était avec Charlie? Avec Charlie. Charlie. Je vais me faire raid. Oh mon Dieu, sur la fin de l'émission, écoutez, faisons durer cette émission. Quel timing improbable. Mais les trucs qui crachent... J'ai jamais vécu d'incendie, mais en vrai, Ça fait peur de ouf. À choisir entre incendie et cambriolage, tu prends quoi? Incendie. Parce que cambriolage, il y a une dimension, apparemment, ça met vraiment mal à l'aise pour tout le reste, quoi. Ouais.
J'ai raconté ça dans un épisode de podcast il n'y a pas longtemps, quand on était au festival de Cannes. On s'est fait cambrioler. Ah ouais? La villa dans laquelle on était tous. Et je m'étais jamais fait cambrioler de toute ma vie. Et en fait, j'ai vraiment eu ce moment où je suis rentrée dans la pièce où on dormait avec les flics. Et à ce moment-là, tu dois faire l'inventaire aux flics de ce que tu vois plus dans ta chambre. Ouais. Et en fait, le gars, il avait retourné nos valises et tout. Tu vois, il avait mis ses mains dans nos affaires et tout. Et j'avais jamais vécu ça. Et on m'avait toujours dit, tu verras. Le cambriolage, c'est vraiment vécu comme un viol. Ouais, T'as vraiment la sensation qu'en fait, on vient dans tes affaires et tout. Enfin, bon, c'est un peu terrible. Donc, je pense en fait que je préférais que toutes mes affaires soient détruites plutôt qu'en fait me dire que on vient quelqu'un qui n'a rien à foutre, prend des affaires perso avec une vraie attache émotionnelle qui va revendre. Tu vois, je me dis, voilà, je préfère que tout brûle. Et l'incendie, il y a aussi le truc de vraiment. Enfin, moi, je sais que dans ma maison, il y a deux choses qui contiennent ma vie. Mon ordinateur, je crois que je perds mon ordi, je m'atomise, je fonds sur moi-même. Non, mais vraiment, il y a toute ma vie dedans. Et le domicile, quoi. Enfin, genre vraiment, quand t'as un incendie qui reste plus rien, c'est dur, quoi. Ouais, en vrai, c'est dur. Après, t'as toujours le portrait du gamin qui chiale. Ouais, de toute façon, c'est un peu le lot de consolation, finalement, ce portrait de l'enfant, tu vois. Dites-nous dans le chat, vous préférez... C'est horrible, vraiment, ma maison d'enfance a brûlé, justement, quand j'étais dedans. Oh non. Je pense que l'incendie, c'est le pire. Ah, waouh. Je serais curieuse d'avoir vos avis. Qu'est-ce que vous préférez? C'est vraiment la peste ou le choléra, très sincèrement. L'incendie ou le cambriolage. Oui, les animaux, c'est vrai, les animaux, l'incendie, miséricorde. Est-ce qu'on sait si le gamin du tableau a rencontré la petite du même qui fait avec un incendie comme ça? Oh mon Dieu! Il y a peut-être un crossover à faire entre les deux. La petite du même et le gamin du tableau. Et elle a grandi, elle a vieilli. Elle est sur TikTok, je l'ai revue il n'y a pas longtemps, j'étais morte de rire. Il y a des trucs comme ça où ils retrouvent des fois les gens des mèmes. Ça, c'est tellement drôle. C'est presque de la culture à ce niveau-là. Cambriolage fois 1000, cambriolage à cause des animaux. L'incendie, c'est horrible. En fait, c'est ça, franchement. Et on n'a pas parlé des inondations. La meuf, elle en rajoute une. On n'a pas parlé des inondations, en fait, et des tremblements de terre. Qu'est-ce que vous préférez? En fait, c'est vrai que quand tu as tes animaux à l'intérieur, en fait, l'un dans l'autre, c'est terrifiant. Eh bien, ça y est, on s'arrête sur la peste ou le choléra, finalement. Voilà, écoutez, c'est parfait. Ça va, est-ce que ça t'a plu? Très bien, très cool. C'était pas traumatisant? Non, c'était super. Moi, t'es pas trop bousculé? Non, pas du tout. Et moi, j'ai surtout noté qu'il faut que je rencontre Émilie, quoi. Je vais te passer son numéro de téléphone. Je crois qu'elle est en vacances actuellement, mais tu verras, elle est... J'y pars aussi, là, après. Elle est fabuleuse. Tu pars en vacances, là? Ouais, justement, terrain de mythes et légendes, l'Écosse. Voilà. Pendant 10 jours en Écosse. Tu m'as dit que tu y avais été, que tu avais bien aimé. J'ai adoré. Donc, justement, là, c'est l'ambiance un peu en vrai, tu me diras. En vrai, tu me diras, parce que, en fait, moi, quand je suis arrivée en Écosse, tu vas sentir... Bon, toi, t'es hermétique, mais voilà. Tu verras, il y a vraiment une vibe. Il y a un truc où t'arrives là-bas... c'est vraiment la ville gothique par excellence. Mais tu vas trop aimer, j'adore franchement. Ça. Édimbourg, c'est vraiment la ville pour ça. On a réservé justement un guide touristique sur toutes les anecdotes un peu... creepy, noir de l'histoire d'Édimbourg, donc il y a peut-être un monde où je reviens avec des histoires. Tu vois. Ah ouais, parce que moi je connais une super guide qui fait justement des ghost tours en français et tout, si tu veux je peux te filer son contact. Je veux bien, carrément. Et en fait elle fait des trucs de nuit, elle t'emmène dans tous les endroits d'Édimbourg vraiment genre hantés, elle t'explique toute l'histoire et tout. Carrément. C'est Amy, d'ailleurs si jamais, elle a déjà été dans une vidéo du Grand JD et tout, elle est super cool. Ouais, vraiment l'Écosse les gars, à faire, surtout allez-y maintenant, c'est vraiment... la saison, là, octobre et tout, ça va être génial. T'as trop de chance, franchement, j'aimerais trop prendre ta place. Simon, merci infiniment d'avoir été avec moi dans cette émission. On a mis en place un petit système qu'on a volé à Popcorn la semaine dernière. Vous allez avoir un QR code qui s'affiche à l'écran maintenant. Si vous scannez ce QR code, on va vraiment vous permettre de mettre directement dans votre agenda la date du prochain bureau des Lettres oubliées. Ça tue. Donc en fait, scannez ce QR code maintenant. Vous avez à cliquer sur 2 boutons et directement, vous allez voir, ça va vous mettre dans l'agenda la date et l'heure du prochain bureau des Lettres oubliées. C'est vraiment très pratique. On a carrément volé l'idée à PA. Sorry si tu passes sur celui-là, PA. J'ai adoré l'idée la dernière fois quand je suis venue la semaine dernière dans Popcorn. Ça me dit un truc. J'ai dit, vraiment, je crois qu'il va m'envoyer les flics. Non mais, désolé, je t'ai volé l'histoire. C'est bon, est-ce que vous avez scanné? Parce qu'après, il ne va plus être sur l'écran. Donc voilà, vous pouvez scanner ce petit QR code et donc on se retrouve, pour celles et ceux qui n'ont pas la technologie de leur téléphone, on se retrouve le 15 octobre pour le prochain épisode du Bureau des Lettres oubliées avec évidemment encore un invité de marque. N'hésitez pas à aller suivre Simon sur tous ses réseaux et surtout bientôt
parce que le book va avoir 1 million d'abonnés sur Instagram. Tu vas avoir ta plaque. Non, pas sur Instagram, sur YouTube. Sur Instagram, on est tellement loin. C'est super. Oui, alors surtout qu'en plus, quand j'avais eu celle des 100 000 comme toi, je pense que c'était la vieille. C'est la vieille, ouais. La vieille. Allez, et donc là, moi j'aime bien le cadre avec le bouton dedans. Attends, mais moi j'ai le million, le vieux, il est grand comme ça, il fait la moitié de ma taille, je sais pas le porter, le truc est énorme. Le nouveau million en or là, il a l'air bien. Ouais, faut pas que je parle de trucs que j'ai pas encore, faut que je touche du bois. Du bois, voilà, c'est bien. Non mais ça va arriver. Mais tu vois, j'ai ça, de superstitieux, j'ai ça. C'est fou, par contre, moi j'allais dire, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Je n'ai que ça. Je suis cartésien. Du bois. Du bois. Vite. Pas d'échelle, s'il vous plaît. Merci encore. Non, vraiment, c'était vraiment très trop chouette de t'avoir dans cette émission. Évidemment, vous pouvez continuer à envoyer toutes vos histoires paranormales avec le lien qu'on vous met actuellement dans le chat. Merci d'avoir été encore une fois si nombreux pour ce premier épisode de la saison 2. J'ai trop hâte de vous retrouver évidemment dans un mois. Sinon, évidemment, on se retrouve sur mon live Twitch toutes les semaines. On se retrouve de manière assidue désormais. Merci à toutes les équipes d'avoir travaillé sur cette émission. Je vous embrasse tout le monde. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Ne faites pas de cauchemars et on se dit à très bientôt. Ciao. À plus tout le monde.